je défends contre Marco Di Vaio, il peut pas me passer. S'il passe pas toute la pratique, tu sais, j'ai fait mon travail, mais toi, t'as pas le choix en tant que jeune d'être à 110% à chaque jour. Carl Ouimet, tu as évolué dans des clubs comme le New York Red Bulls, également l'Impact de Montréal, tu as joué à Indy 11, tu as joué à San Francisco et tu as terminé ta carrière avec le Atlético de Ottawa. Tu es au Stade Saputo, tu marques un but, le stade est quasiment plein, un des plus beaux moments de ta carrière. C'était incroyable. Tu sais, un de mes coéquipiers qui m'a dit qu'il a vu mon père pleurer. Puis mon père, il pleure jamais, tu sais. Ah ouais. J'étais chanceux de jouer à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de jouer dans leur ville. C'est juste incroyable de pouvoir vivre ces moments-là à chaque fois que j'embarquais sur le terrain. Tu sais, je joue chez nous. Puis ça, c'est... T'as pas de prix. Non. Comment Carl Ouimet se sent à ce moment-là, au moment de la libération par le club? Tu sais, moi, j'ai un peu cette belle naïveté dans le sens que je profite de la vie. Puis je pense pas nécessairement aux éléments négatifs. Mais là, je m'étais dit... Carl Ouimet, tu as eu un parcours remarquable qui t'a amené à jouer pour plusieurs clubs prestigieux au Canada et aux États-Unis. Dès ton plus jeune âge, tu t'es illustré dans les rangs juniors avant de rejoindre l'Attaque et par la suite l'Académie de l'Impact de Montréal. Tu as évolué dans des clubs comme le New York Red Bulls. Également, tu as joué avec l'Impact de Montréal. Tu as joué à Indy 11. Tu as également joué à San Francisco et tu as terminé ta carrière dans le domaine professionnel avec le Atlético de Ottawa. On va essayer de décortiquer ça ensemble aujourd'hui, mais avant toute chose, Carl Ouimet, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Et Carl, j'aime toujours commencer les podcasts en regardant où est-ce que l'amour pour le foot a commencé pour la personne qu'on amène sur le podcast. J'ai cru comprendre que ton père est un fan de hockey, donc c'était peut-être pas inné qui t'amène sur un terrain de foot. Peut-être tu peux nous ramener un peu à ton enfance et nous dire comment tu as intégré ça, ultimement, un terrain de foot? Ben moi, ça a toujours été très actif. J'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai toujours été compétitif. J'ai toujours aimé jouer. À la fin, j'étais un grand enfant. Même aujourd'hui, j'adore jouer, j'adore les jeux, j'adore les sports. Mes parents savaient. Ils m'ont fait essayer le hockey, le soccer, le baseball, le karaté, etc. Il y en a deux qui sont ressortis, le hockey et le soccer, où j'ai poussé un peu plus loin. Mais ça a été, au début, ça a été l'amour du sport en tant que tel. Ça a jamais été... j'ai jamais écouté vraiment le soccer jusqu'à temps que je devienne adulte. Ça a toujours été les Canadiens de Montréal qu'on regardait à la TV. Puis c'était ça, il y en a qui regardent le foot à partir d'un plus jeune âge, 2, 3, 4 ans, ça regarde ça avec leurs parents. Moi, ça n'a jamais été cet environnement-là. Ça a plus été l'amour du ballon rond, proprement dit, sur un terrain. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on analyse ton parcours, tu joues quand même à des calibres qui sont intéressants. Tu joues dans le triple A quand tu es jeune. Au foot, tu joues au hockey en même temps. On parlait juste avant le début du podcast qu'ultimement, tu as eu des choix à faire. Les tournois de hockey, les tournois de foot sont au même moment. Mais tu n'as pas été dans les grands rangs compétitifs dès 13-14 ans, c'est-à-dire équipe du Québec, Centre national, ça a été un petit peu plus tard. Ouais. Parle-nous peut-être un petit peu de cette décision-là. Quand tu as pris la décision d'être un peu plus dans le foot, à quel moment ça s'est fait? À quel moment que le hockey est peut-être devenu un sport secondaire chez nous? Ouais. Quand est-ce que le hockey a pris le bord un peu? Un peu, en bon québécois. Un peu beaucoup, parce que là, quand tu es rendu à 11, 12, 13 ans, c'est beaucoup plus de pratique, des matchs, des tournois. Fait que, à peu près, c'est ça, 11, 12 ans, là, c'était pas mal fait ton choix parce qu'avec l'école, le sport, etc., c'était plus compliqué. Là. Mes parents, ils m'ont comme dit, fais un choix. Là, c'est sûr. C'est fait que 12, 13 ans à peu près? 11, 12, 13 ans, dans ces environs-là. Fait que je me suis juste concentré au soccer. Puis c'est ça, c'est d'un rang, comme tu dis, 2A, 3A, etc. Et ça a commencé. Ouais. Tu jouais pour Lanaudière. Tu es un gars de Terrebonne, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, le gros club 3 était à Lanaudière. Tu as fait quelques années là-bas, ultimement. Le gros club, on n'était pas très fort. Puis c'est pour ça que tu te transfères à Laval, de ce que j'ai cru comprendre, qui était l'autre bon club, qui était une rivalité. Et corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas mal là que tout a commencé, là, que c'est devenu très sérieux. Oui, c'est ça. C'est une grosse rivalité, puis... En fait, c'est pas moi qui ai décidé de transférer. Ça a été une trahison de la plus haute importance.
Il n'y avait plus de club à la Naudière. Plus pantoute. Le plus proche, c'était Laval. Ouais. Les rivaux. Fait que j'ai vu que je me fasse à l'idée que j'allais jouer pour du monde que j'ai insulté, taclé, etc. pendant plusieurs années. Fait que je suis allé à Laval. Puis c'est ça, tout a commencé là-bas. Puis en plus, à Laval, dans ces années-là, moi, j'étais milieu de terrain. Il manquait du monde en tant que défenseur. Fait que c'est là où j'ai joué mes premiers matchs en tant que défenseur central. Et puis là, on avait gagné la Ligue. L'équipe du Québec est intéressée. J'ai fait l'équipe du Québec. On a gagné les championnats canadiens. Là, l'équipe nationale est intéressée. Alors, en un an, là, puis là, c'était le CNHP. Le CNHP, il me voulait... Ça, tout en un an, ça a débloqué. J'étais comme, OK, on continue. Tu sais, moi, dans la vie, je me pose pas trop de questions. Puis c'est vraiment, OK, on y va. Prochaine étape, pas de problème. Tu sais, l'équipe du Québec, ils me veulent, OK, on fait le mieux possible à ce moment-là. Ça a bien été. Là, tu fais le mieux possible à l'équipe du Canada. Là, tu essaies de faire le mieux possible pour l'équipe canadienne. Puis ainsi de suite. Ouais. Les gens qui sont venus sur le podcast nous disent souvent que le foot, ça va vite dans les deux sens. Tu peux t'écrouler du jour au lendemain avec une mauvaise performance, un coach qui te met sur le banc, puis tu deviens un petit peu persona non grata. Ouais. Mais d'un autre côté, si tu enchaînes les bonnes performances, si tu gagnes un championnat canadien en l'espace de 12 mois, tu passes de quelqu'un qui joue en AAA à des sélections dans l'équipe canadienne. C'est un peu fou. Cette année-là, elle a dû être assez spéciale pour toi. C'est l'année de tes 16-17 ans, je crois bien. Oui. Oui, autour de ça, j'avais 16 ans. Fait que ça a tout comme débloqué d'un coup. Puis ça peut aller vite d'un côté. Tu l'as dit, un coach qui ne te fait pas jouer, tu peux pas te prouver une blessure, etc. Ça peut aller vite de l'autre côté. Moi aussi, je pense que tu fais ta chance. Plus tu enchaînes les bonnes performances, plus s'il y a quelqu'un qui regarde les matchs, plus il y a les chances de voir une bonne performance. Si tu fais une bonne performance une fois sur 10, il faut que tu sois chanceux que la fois sur 10, il y a quelqu'un qui te regarde. C'était vraiment de rester concentré. J'adore gagner. Ouais. Le but étant, tu joues bien, tu as plus de chances de gagner. Et puis, ça a donné qu'il y a des personnes qui regardaient. Qui t'ont amené au niveau supérieur. Ouais. Équipe du Québec, Centre national, sélection équipe nationale. Tranquillement, s'installe également l'équipe à Trois-Rivières à ce moment-là. L'attaque de Trois-Rivières, je pense que c'est à peu près dans ces mêmes années-là. Ouais. Tu t'en vas jouer avec eux. Et comment ça se déroule un petit peu là-bas? Parce que c'est un niveau qui est semi-professionnel. Ouais. Ils ont fait simplement une année, je crois bien, avant d'être transférés avec l'Académie de l'Impact de Montréal. Comment cette expérience s'est faite avec l'attaque? Transférer, c'est sûr, c'est des gros mots parce que c'est tout... une évolution un peu. Ouais, c'est tout relié un peu. Le CNHP, tout le monde qui était au CNHP, qui était le Centre national de haute performance, où comme tous les meilleurs au Québec étaient, tout ce groupe de personnes, on parle de Maxime Tissot, on parle de Jackson Hamel, et ainsi de suite. Tous ces joueurs-là sont passés automatiquement à l'attaque de Trois-Rivières. Fait qu'il y avait comme une transition logique qui a été faite. Puis à partir de là, ils ont comme seulement comme changé le nom, c'est le même groupe. Ouais. C'est le même groupe. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que nous, on jouait, on était des petits gars de 16 ans, 16-17 ans, on jouait avec des hommes. Là, on avait Bonheur Robé, 32 ans, qui jouait avec nous autres, père de famille, etc. Alors, c'était comme, il y avait un gros écart entre les joueurs. Puis, tranquillement, pas vite, ils ont ramené ça. Je pense que c'était U23 dans le temps. Ouais. Les joueurs en bas de 23 ans. Non, on est semi-professionnel, mais on jouait contre des hommes. Fait que c'était fallait avoir la carapace dure comme bien sûr, parce que les Serbes de l'Ontario, là, ils n'arrivaient pas avec le dos de la cuillère. Là. Ouais. Ça y allait fort. Ils ne considéraient pas que tu avais 16 ans, eux autres. Ça forge le caractère. Oui, c'est ça. Et bon, il y a une année, je pense que l'attaque est restée en vie littéralement avant d'être transférée avec l'Académie de l'Impact de Montréal. C'est là que s'est installé et s'est construit plutôt une infrastructure autour du club qui passait en MLS, je pense, l'année d'après, en 2012. Donc, ils ont commencé à construire un petit peu ce centre de formation-là. Tu rentres dans l'Académie et je pense que très rapidement, tu es un joueur qui tire son épingle du jeu. Ça se passe bien. Parle-nous peut-être un petit peu de ton expérience avec l'Académie parce que
on le redit, ça a été dit souvent, mais tu as été le premier joueur finalement à signer avec le grand club, le premier joueur issu de l'académie. Donc, j'imagine que tu as eu une expérience assez intéressante là-bas. Oui, non, c'est ça. Ça a commencé à s'organiser dans le temps. Là. C'est la fameuse pyramide là, avec les pros au-dessus puis les plus jeunes en dessous. Ça a commencé à s'organiser tranquillement, pas vite. Puis nous autres, on était l'échelon juste en dessous de l'équipe pro. Fait que c'est toujours ça. Tu joues bien, là, ils te récompensent d'une certaine façon. Puis moi, le plus souvent, c'était d'aller m'entraîner avec les pros. Tu s'entraînais souvent avec eux? Oui, avant que je signe, là, l'année d'avant, c'est comme, OK, tel joueur font bien. Bon, ben, on va les inviter pour venir s'entraîner avec nous autres. Puis là, OK, ils viennent s'entraîner avec nous autres une fois semaine. OK, ils font bien 2 fois semaine. Puis là, ainsi de suite. Fait que là, avant que je signe, les 6 mois avant que je signe, là, c'est rendu. Là, je m'entraîne tout le temps avec les pros, puis je joue avec l'équipe réserve, les 23, à la fin de semaine. Fait que là, là, je suis quasiment tout le temps avec les pros. Puis ça, à un moment donné, j'ai signé, puis c'est officiel. Et je t'écoutais, je pense, dans un entretien que tu avais donné, la manière qu'ils t'ont fait signer. Je pense que DeSantis t'amène luncher. Ouais. Puis t'expliques ça assez rapidement. Puis là, on a besoin de toi rapidement parce qu'il y a un match qui arrive. Puis là, tu disais que c'était peut-être une technique de négociation un peu à l'époque pour faire en sorte que les papiers se signent rapidement. Parle-nous un peu de ce moment-là parce que j'imagine ton premier contrat professionnel, c'est un moment que tu as célébré après avec ta famille, avec tes amis. C'est un accomplissement incroyable. Surtout pour quelqu'un comme toi qui tout s'est déroulé très rapidement. Je veux dire, à 16 ans, tu n'avais jamais, on va dire 15 ans et demi, tu n'avais jamais été dans un peu cette structure de centre national. 16 ans, l'année de ta vie, tu casses tout, puis 3 ans après, tu as un contrat avec le CF, ou plutôt avec l'Impact de Montréal à l'époque. Ouais. Comment tu as célébré ça? Comment ce moment-là s'est fait? Ben, moi, j'étais surpris. Ça s'était jamais fait. Fait pour moi, il y avait encore du travail à faire. Là. Bien sûr. Tu vises toujours plus haut, il y a toujours du travail à faire, puis ça s'était jamais fait, surtout pas en MLS. Fait que moi, c'était comme, on se concentre sur le processus, puis les résultats vont venir si tu travailles bien. Moi, c'est comme ça un peu que j'organise ma vie. Je m'attends pas à avoir tel résultat si je n'ai pas travaillé. Je travaille pour. Puis après ça, naturellement, les résultats vont venir. Mais quand Nick était venu, il m'avait invité à dîner, là, j'étais comme, ouf, OK, là, c'est peut-être quelque chose comme ça qui est dans les plans. Il m'avait amené au Madison's, des bonnes ribs, c'était bon en temps. Puis il m'avait dit que je signais pour l'équipe, là, j'étais euphorique. Puis ça ressemble à quoi un contrat à ce moment-là? Disons en nombre d'années. Mais je veux dire, est-ce que c'est un contrat 1 an renouvelable? Est-ce qu'ils sont capables de se projeter un petit peu plus longtemps avec toi? C'est très standard. La MLS est très organisée. Fait que c'est vraiment un... Puis là, dans le temps, c'était un 1 plus 1 plus 1 plus 1. Fait que tu signes pour longtemps. Là. Tu signes pour longtemps, mais ils donnent des options. Après 1 an, si tu n'es plus dans les plans, mais salut. Mais toi, si tu as fait une bonne année, tu ne peux pas partir. Tu as un contrat. Donc, c'est uniquement le club dans cette option-là, le veto. Oui, c'est ça. Fait que c'était un 1 plus 1 plus 1 plus 1. Je me rappelle, moi, j'étais super content, le contrat, etc. Mais c'est sûr que aussi, si tu t'engages pour... si tu exploses tout, là, mettons... Là, ton salaire ne demande pas. Tu scores 20 buts dans l'année. Là, je dis n'importe quoi. Là. Hypothétiquement, là, tu scores 20 buts, mais là, tu as ton salaire qui est seté pour les 4 prochaines années. Là. Mais peu importe, moi, j'étais juste content d'avoir signé dans le temps. Je pensais même pas à ça. Puis c'était magique comme moment. C'était un peu le fruit du dur labeur. Là, puis sachant que tout est arrivé un peu sur le tard, à quel moment tu t'es dit hey, moi, je pourrais peut-être être professionnel ou peut-être, est-ce que tu t'es même posé cette question-là? Non, je me suis pas posé la question. J'ai jamais vraiment, Donc, c'était quoi tes plans? Je veux dire, t'étudiais encore, t'avais une vision très claire sur ta carrière? Oui, en fait, moi, mes parents, ça a toujours été, extrêmement, mon père, c'est un ingénieur, c'est extrêmement logique, extrêmement,
il n'y a pas beaucoup de monde qui deviennent pro. Lui, il le savait, c'est sûr. Moi, dans le temps, j'étais comme, là, je joue au soccer, j'ai du fun, je suis compétitif, j'aime ça. Moi, c'était l'aspect que j'aimais. Mais mes parents, s'il n'y avait aucune question, il y a beaucoup de monde qui avait arrêté l'école. Moi, il n'y avait aucune chance que j'arrêtais l'école. Mes parents, c'était comme, non. Aucune chance d'arrêter l'école. Même quand l'équipe du Québec était venue me recruter pour le CNHP, ils voulaient que je transfère d'école en secondaire 5. Ma mère, elle a dit non. Non. Il finit son secondaire à l'école qui est. C'est une bonne école. Il reste là. L'autre, ça fonctionne un peu plus par module, etc. Elle dit non, il va finir son école. Puis ça avait fait un peu des frictions, mais ça a toujours été l'école en premier. Fait que moi, dans ma vision, c'était toujours comme plus l'école qui passait avant le soccer. Puis on s'arrangeait, là, c'est sûr, là, quand tu passes 2 semaines en camp d'entraînement. Dans le temps, à l'extérieur, tu sais, deux voyages de 2 semaines avec l'Impact. Là, il faut que tu t'arranges avec l'école de l'autre côté. Puis c'était pas tout le temps extrêmement organisé. Là. Moi, eux autres, ils me passaient mes examens. Tu rates ton examen de mi-session, mais là, ta note finale, ta note d'examen final, ça va être 90% de ta note. Là. Fait que c'était toujours des arrangements un peu comme ça, un peu... je ratais des projets, mais ça a toujours été... Tu fais du soccer aussi longtemps que tu performes à l'école. Fait que c'est... puis au final, je suis extrêmement reconnaissant. T'sais, aujourd'hui, j'ai fini ma... le soccer, c'est terminé. J'ai mon bac. Ouais. Je suis capable de me retourner puis d'aller trouver un job, d'aller faire quelque chose d'autre. Ben, c'était ça le plan numéro 1 dans le temps. C'est le prix un peu à payer, j'imagine, hein, de faire des examens à droite, à gauche. Ouais. Une structure un peu différente pour ultimement avoir la chance, plutôt l'opportunité que tu es allé chercher d'être professionnel. Oui, c'est ça. Fait que moi, je ne pensais pas trop, je me suis écarté un peu de ta question, mais je ne pensais pas trop au contrat. T'sais, moi, c'était vraiment dans tout ce que je fais, c'est 100%. Oui, fait que là, c'était 100% au soccer, puis ça a donné que ça a bien été, je performais, puis ça a donné que au final, j'ai signé le contrat. Puis ça avait un agent à ce moment-là? Non. Non, j'ai un agent par. Donc, c'est ça. Tout ça, c'est fait un peu... Excuse-moi du terme, mais tu avais une approche un peu naïve de tout ça, mais dans le bon sens. Tu jouais, t'aimais ça, et peut-être ça va arriver, peut-être ça n'arrivera pas. Mais finalement, en étant très discipliné, chaque jour en donnant son 100%, en accumulant les bons efforts, ultimement, il pourrait se mettre en place une signature de contrat. Tu signes, tu es le premier joueur issu de l'académie à faire partie de l'Impact de Montréal. Comment ta vie change un peu après? Est-ce que ça change beaucoup de choses d'être professionnel? Est-ce que du jour au lendemain, il y a des manières que les joueurs te regardent à l'entraînement de manière différente? Ben la transition, c'est quand même bien fait dans le sens que c'est du monde que je côtoyais pendant... J'ai signé au mois de juin. Fait que c'était du monde que j'ai côtoyé pendant 5 mois avant. C'était pas OK, il y a le petit jeune qui arrive, puis il signe. Puis, il était avec nous autres. Mes coéquipiers ont célébré cet accomplissement-là avec moi. Ils étaient fiers de moi, ils étaient contents. C'est du monde qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à obtenir aussi ce contrat-là en certaines parties. Là. Ils ont une grande part de responsabilité, c'est sûr, dans l'accomplissement que j'ai eu de signer le contrat. Fait que ça n'a pas tant changé parce qu'à ce moment-là... Les pros? La mère qui te perçoivent? Ouais, pas tant. C'était la même chose. Ça restait, là, tu passes de un joueur de l'académie qui vient s'entraîner, mais que tu connais quand même relativement bien à là, c'est la même personne, mais c'est encore un jeune, mais là, il y a un contrat. Fait que ça a pas tant changé la perception du monde, je pense. Pour les jeunes, au moins, qui sont dans l'académie, maintenant, il y a un exemple. Ils se disent, c'est possible. Ça peut se faire. Peut-être que tu ne le sais pas à ce moment-là, mais j'imagine que tu inspires énormément de joueurs de l'académie à redoubler d'efforts et à se dire, il y a une possibilité. Là, on avait besoin d'un qui le fasse. C'est sûr et certain qu'il va en avoir un deuxième, un troisième. Puis comme de fait, il y en a eu beaucoup qui sont passés pro par la suite. Là. Non, c'est sûr, ça donne un message. Je pense aussi, on en a profité. J'étais un peu barouetté à gauche, à droite, entrevue par-ci.
entretien avec les journalistes par là. Parce que c'était un gros moment. Puis je pense que ça a un peu pavé la voie aux plus jeunes. T'sais. Ils se sont dit, ouais, ça donne de l'espoir. Oui, on peut. Oui, ça se fait. Puis il faut que ça arrive. C'est quand on pense à quand j'ai signé à maintenant avec les Mathieu Choignard qui ont passé par toutes les phases de l'académie, puis que là, qui se font vendre maintenant, on est passé. C'est gros. Ouais. C'est gros. Ça a changé. Ça a évolué dans le bon temps. Ça a beaucoup évolué. Puis je suis très fier de voir le groupe de la tête de Trois-Rivières qui a comme un peu commencé ce processus-là, qu'on est un peu les pionniers dans ce sens-là. Définitivement. Ouais. Analysons un petit peu ton parcours avec l'Impact de Montréal à ce moment-là, maintenant le CF. Tu joues 2 matchs en 2012, l'année de ta signature, 7 matchs en 2013 et 11 matchs en 2014. Il y a eu quand même quelques moments importants dans ta carrière qui se sont faits avec l'Impact. Je pense au but que tu avais marqué contre Philadelphie. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais si on retourne au meilleur de tes connaissances, ramène-nous peut-être à 2012, 2013, 2014. Est-ce que tu sentais qu'il y avait une évolution peut-être dans la perception des coachs à ton égard? Est-ce que tu sentais que tranquillement, tu étais capable de peut-être ultimement aller chercher cette place de titulaire-là ou c'était un petit peu, tu étais dans le brouillard puis tu ne savais pas exactement comment aller chercher ta place ou si le coach même allait te donner une chance? Mais c'était dur dans le temps. C'était dur parce que il y a eu beaucoup de coachs dans ce changements. Beaucoup de changements. Fait. Même encore aujourd'hui. Oui. Puis, tu sais, il n'y avait pas cette mentalité-là de faire jouer les jeunes autant dans le temps. C'était plus, il allait vers des joueurs établis, des joueurs qui avaient une bonne réputation, qui avaient joué sur le long terme, des gars d'expérience. Fait que c'était plus dur de sortir son épingle du jeu dès que tu étais capable, mettons, pendant une saison, d'aller chercher plus de minutes, de gagner la confiance du coach. Mais là, s'il y avait un autre coach, tu tombais à zéro, puis tout ce que tu avais construit au fil de l'année, c'est un peu disparu parce que le coach y arrive, puis un peu la même mentalité dans le sens, c'est un jeune, je ne sais pas ce qu'il va me donner, je ne sais pas s'il va être constant, s'il va être fiable. Il faut que tu construises ça tranquillement, pas vite. OK, là, on t'accorde plus de confiance, bang, un autre. Fait que c'est un peu plus compliqué de cette façon-là, puis veux pas, tout est une question de perception dans la vie. Il y a des coachs qui peuvent t'aimer, il y a des coachs qui peuvent moins t'aimer. C'est un peu la perception que le coach a de toi, tout est relatif. Pour quelqu'un, tu es extrêmement bon, pour quelqu'un, tu es moins bon, pour quelqu'un, tu travailles dur, tu travailles moins dur. Fait que, c'est ça. Les coachs avaient une perception différente de moi. J'ai quand même réussi à jouer quelques matchs au fil des années. Puis à chaque fois que je jouais, c'était incroyable. Le sentiment de jouer au Stade Saputo, c'était génial. Mais c'est ça, c'est du dur labeur. Puis quand tu es habitué de jouer tout le temps, tu sais, à ce moment-là, depuis que j'étais jeune, j'étais tout le temps partant, tout le temps en train de jouer des 90 minutes. Tu étais tout le temps sur le terrain. Puis là, tu passes en 2012 à jouer 2 matchs. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu te dis, t'es pas habitué. Un autre niveau. Ouais, ça ralentit un peu le rythme que tu as de go, c'est moi qu'il faut qu'il fasse les gros jeux, etc. Là, tu passes à une fois de temps en temps, on a besoin de toi quelques minutes. Tu vas rentrer 5 minutes parce qu'il y a quelqu'un de blessé. Des fois, tu as la chance d'être partant. Mais c'est vraiment, il faut que tu aies une grosse tolérance à l'ambiguïté. Puis les entraînements deviennent les matchs à ce moment-là, littéralement. Non, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Je défends contre Marco Di Vaio. Il ne peut pas me passer. Pas le choix. Lui, il prend. À ce moment-là, je ne savais probablement pas. J'étais comme tout le monde se donne à 100% tout le temps. Ce que tu réalises plus tard, c'est quand tu joues tout le temps, ton entraînement, peut-être, tu n'es pas à 100%. Mais moi, quand j'étais contre Marco Di Vaio, il ne peut pas passer. S'il ne passe pas toute la pratique, j'ai fait mon travail. Là, tu commences à marquer des points avec les coachs, les joueurs, etc. Ton équipe, dans les entraînements, gagne peut-être plus de matchs. C'est des choses qui se font remarquer. Mais toi, tu n'as pas le choix en tant que jeune d'être à 110% à chaque jour. Tu m'ouvres une porte ici.
Tu as joué avec des joueurs importants à l'Impact, des joueurs qui ont eu des grandes carrières en Europe. Tu étais face à eux dans des entraînements. Est-ce qu'il y en a un qui a marqué ton imaginaire un peu plus que l'autre, si on parle des joueurs au CF? Les joueurs au CF, mais c'est sûr qu'il y a quand même des grosses têtes qui sont passées, là. Marco Di Vaio, j'en ai parlé. Lui, je le trouvais incroyable. Puis d'autant plus je le trouvais incroyable, d'autant plus je me donnais contre lui pour être capable de... Si je le laissais passer à chaque fois, je ne devenais pas un meilleur joueur. Mais si j'étais capable d'un peu lire l'attaquant, d'être capable de le fermer, etc., moi, ça m'a rendu un meilleur joueur. Puis je le remercie pour ça. Mais c'est sûr que lui, de l'autre côté, il y avait toujours un défenseur, un jeune qui était toujours à ses chevilles. Fait que lui, de l'autre côté, des fois, ça crée des frictions, mais... Lui, ses entraînements, il devait se dire, moi, je prends ça plus tranquille, puis toi, tu prenais pas ça tranquille, donc ça pouvait créer des frictions, mais Alessandro Nesta, c'est comme toute la vision qu'ils ont, sont tellement plus matures, ils savent exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, Nesta qui a joué à ton poste, il y avait Vandril qui est venu ici, qui nous parlait un petit peu de Nesta. C'est un joueur qui parle tout le temps, puis qu'on dirait qu'il contrôle tout. Comment tu as pu apprendre d'un joueur comme ça qui, j'imagine, je ne connais pas nécessairement la relation que tu as pu avoir avec lui, mais tu peux le voir d'une certaine manière comme un mentor dans des entraînements. Ça a été, pendant un certain nombre d'années, peut-être dans le top 3 des meilleurs défenseurs centrales au monde. Toi, tu es en début de carrière. Lui, bien entendu, il est en fin de carrière, mais il reste avec un gros bagage de foot. Qu'est-ce que tu peux apprendre d'un joueur comme Nesta? Ce qui était bien, c'est qu'il partageait un peu son savoir. Il gardait pas juste pour lui, il avait pas la langue dans sa poche. Fait que c'était... il nous parlait beaucoup, il nous corrigeait beaucoup sur certaines situations. Il y avait Matteo Ferrari aussi. Il y avait une grosse influence italienne. Puis eux autres, ça parle beaucoup... ça vient de voir, ça dit dans telle situation, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci. C'était juste des oreilles grandes ouvertes, puis un peu de piger dans leur savoir pour être capable de se donner des outils pour le futur. C'était Matteo puis Alessandro, des bons mentors de ce côté-là. Les jouaient exactement à mon poste aussi. Fait que c'était... Ça accélère la formation. Ouais. Il y a eu des moments quand même assez intéressants. On va parler d'un d'entre eux. En 2013, il y a un coup franc qui est tiré. Je pense que c'est Map qui tire le coup franc, si je ne me trompe pas. Just a Map qui tire le coup franc. Toi, et pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, au moment où on se parle, on mettra le vidéo pour que les gens soient capables de se rappeler du but. Tu es au deuxième poteau, tu reçois le ballon de la tête, tu marques. Un but qui est excessivement important et que si on analyse un petit peu en profondeur par la suite, je pense que c'est le but qui vous a qualifié pour les séries cette année-là. Tu es au Stade Saputo, tu marques un but, le stade est quasiment plein. Un des plus beaux moments de ta carrière? Oui. Ça tu t'en rappelles encore? De l'adrénaline à fond. C'était magique comme moment, c'était incroyable. Tu sais, j'en parle, j'ai encore les frissons. J'imagine. Ouais, puis c'était d'avoir... de voir tous les coéquipiers aussi. Là. Moi, tout le monde te saute dessus. Là, moi, j'étais parti. J'étais parti pour la gloire. J'aurais fait le tour du stade, je ne sais pas combien de fois avant de m'arrêter. J'étais euphorique. C'est un peu de... T'avais de la famille dans le stade? Ouais. J'avais de la famille dans le stade. Je pense que c'est un de mes coéquipiers qui m'a dit qu'il était dans la loge en haut, puis il a vu mon père pleurer. Puis mon père, il pleure jamais, tu sais. Mais mon père était tellement fier. Là, fait que c'était magique. C'était des beaux moments. Puis juste de pouvoir le vivre en famille. C'était Matteo, justement, qui m'arrête, qui me prend. Puis tout le monde peut célébrer. Je me rappelle Vandril, Max Tissot, qui court, qui était remplaçant à ce moment-là. Il court, tout le monde me saute dessus. C'est incroyable. Wow. Puis, ultimement, c'est le but qui a fait en sorte qu'on se qualifie. Fait que c'était un gros moment. Là, je pense Philadelphie on était proche, on était ex-aequo, je pense qu'il y avait 3 équipes. Puis, c'était... À la fin du match, je me suis dit, wow. Ouais. C'est un moment qui a fait probablement une grosse différence dans la saison. Là. C'est ça, une carrière de foot. Au final, c'est une collection de souvenirs comme ça qui tu peux parler dans une discussion qu'on a aujourd'hui, tu peux partager avec tes proches, tu vas pouvoir montrer ces vidéos-là
Aujourd'hui, tu as une plus grande famille. Ouais. Donc, c'est ces collections de souvenirs-là, j'imagine, avec le recul aujourd'hui, c'était ça un peu qui va rester dans ta tête pour le reste de ta vie, là, dans ta carrière. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, j'étais chanceux de jouer à Montréal. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de jouer dans leur ville. Moi, à chaque fois que je jouais, je jouais devant de la famille, des amis. Ben oui. Je jouais devant des Montréalais, des Québécois, tu sais, du monde de ma culture, tu sais, qui suivent un petit gars d'ici. Fait que ça, c'est juste incroyable de pouvoir vivre ces moments-là. À chaque fois que j'embarquais sur le terrain, tu sais, c'était les frissons, c'était... Tu sais, je joue chez nous. Puis ça, c'est... T'as pas de prix. Non. La dernière année à Montréal, 2014, c'est l'année que tu joues le plus de matchs. Tu en joues 11. Mentalement, t'es où à ce moment-là? Je veux dire, c'est ta 3e année avec l'Impact. Il y a de l'évolution. Tu te sens où? Est-ce que tu sens que la vision que tu as de ta carrière à Montréal est partagée avec le club? Tu as parlé de perception plutôt. Sens-tu que la perception du club à ton égard est la même que toi, tu as envers le club? Où est-ce que tu te situes mentalement? Mais curieusement, si je me souviens bien, à la fin 2014, je me sens relativement bien. Tu sais, je suis content de ma progression, je suis content de mon niveau de jeu. Je suis heureux au club. Tu sais, il y a une bonne relation avec le club. J'ai aucun problème de ce côté-là. Fait que je me sens bien, puis je suis gonflé à bloc pour faire une belle 4e année au club, là, d'y aller. Je me rappelle, j'avais fait un petit bout du camp d'entraînement. Puis je me suis dit, encore une fois, à fond, pas le choix, à fond, on va faire une grosse année. Il faut que je sorte un gros camp d'entraînement pour être capable de faire ma place, tu sais. Puis là, à ce moment-là, je me souviens plus dans le timing quel défenseur est encore là. Mais il me semble qu'il y avait une opportunité, tu sais, pour moi. Il y avait quelques gros morceaux qui n'étaient plus là. Fait que je m'étais dit, regarde, j'ai fait quand même... Je pense que c'était la fin des Nestons un peu à Montréal. J'ai quand même fait des bonnes saisons. Ma progression va bien, tu sais. Je me suis dit, là, cette année, tu sais, il y a une opportunité de l'attaquer au moins, tu sais, le 2e défenseur central, là, ou limite 3e, mais tu joues une fois de temps en temps, tu sais, d'aller chercher plus de matchs. Puis, il avait été chercher Laurent Simon à ce moment-là, puis là, ça avait comme coupé court. Puis bon, le club te libère, je pense, en décembre. Non, février. Février qui te libère. Et je faisais des recherches un petit peu là-dessus. Je pense que ça a été un moment qui a été difficile pour toi. C'est pas quelque chose, je crois, que tu t'attendais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un rebond. On va en parler dans quelques minutes de ça. Mais on le sait, le foot, ça peut aller vite des deux côtés. Comment Carl Ouimet se sent à ce moment-là, au moment de la libération par le club? Ben, je me rappelle un moment précis où j'étais avec des amis d'enfance dans un chalet. Puis, tu sais, moi, j'ai un peu cette belle naïveté dans le sens que je profite de la vie. Puis, je pense pas nécessairement aux éléments négatifs. C'est rare, tu sais, je suis quelqu'un de positif. Je pense pas nécessairement à ces côtés-là. Quand ça me frappe, je suis relativement capable de revirer de bord, de me replacer assez vite. Mais là, je m'étais dit, c'est fini. Ta carrière? Ouais. C'est fini. Il n'y a pas de... Là, j'étais à Montréal, j'étais chez nous, j'étais bien, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, tu sais. Il y avait dans le temps la NASL, tu sais, Ottawa, puis là, je voyais les conditions là-bas, puis ça faisait pas de sens, vraiment. Parce que tu avais quand même des belles conditions à Montréal, là. Je veux dire, tu gagnes bien ta vie, tu es capable de jouer devant les gens que tu connais, ta famille. Non, tout était placé, toutes les conditions étaient là pour que je sois heureux. Tu sais. J'habitais chez mes parents, j'allais à l'école, je jouais devant le monde que j'aimais, je faisais le sport que j'aimais, le métier que j'aimais. Je côtoyais mes amis, ma famille à tous les jours. Tu sais, j'avais toujours connu ça. Puis là, on me dit, c'est fini. Là, il faut que je parte un peu tout seul. Je prenne mes affaires, je m'en vais, je sais pas où.
dans une autre ligue, dans une autre ville, tout seul. J'avais jamais fait ça auparavant. C'était comme un peu l'inconnu. Puis je m'étais dit, j'avais un agent dans le temps, je m'étais dit, regarde, c'était quand même tard, là, rendu en février, là, fait que la saison était à veille de commencer. Là, c'était les dernières semaines de camp d'entraînement avant que ça arrive. Je me suis dit, regarde, on va 100% pour une dernière fois. Il y avait une opportunité pour les Red Bull. C'est Jesse March qui m'avait signé en 2012. Il était ouvert à m'avoir en essai à New York. Fait que j'ai dit, regarde, on y va. On met tout sur la table et puis on voit ce que ça peut donner. Mais tu sais, tu s'en vas à MLS, tu s'en vas aux États-Unis, là, t'es rendu étranger en plus. T'es rendu étranger, plus t'es jeune. Fait que là, Jesse avait été clair avec moi. Il m'avait dit, regarde, c'est entre toi puis un autre gars, ce gars-là. Il dit, fait que c'était un petit jeune de 22 ans ou c'était quelqu'un qui avait fait une carrière, je pense que c'était 8 ans que j'avais cru comprendre en MLS. En gros, c'est un vétéran qui avait vécu très longtemps. Puis là, il y avait dans trentaine. Fait que c'était entre moi et lui. C'était comme, OK, je fasse la meilleure impression que je peux. Je vais à fond. Puis on va voir ce que ça va donner. Comment ça se déroule cet essai? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu sais, j'ai autant au niveau du jeu que de la complicité avec mes coéquipiers. Non, c'était super bien passé. Puis c'était vraiment un style de jeu assez agressif. Avec Jesse, c'était vraiment beaucoup de pressing. Les défenseurs avaient besoin d'être extrêmement mobiles. Fait que de ce côté-là, j'avais été capable de tirer mon épingle du jeu parce que j'ai étudié les concepts. J'avais 22 ans. J'étais dans le temps, on dirait que j'étais partout. Là, il n'y avait pas de problème de courir, d'aller chercher l'attaquant dans sa boîte, de presser où il voulait que je presse. C'était comme, c'est beau, je vais le faire. Une bonne attitude. Ça a comme été un peu ma marque de commerce pendant les années que j'ai joué. C'est bon. Une bonne attitude, bonne éthique de travail, d'être concentré, de bien appliquer les consignes, de bien influencer ses coéquipiers, d'être clair dans la communication. C'est ça que j'avais fait, puis j'avais réussi à décrocher le contrat. Ouais. Est-ce que tu es encore à l'école à ce moment-là? Tu l'as fait à distance? C'est quoi la décision que tu prends? Oui, ça, en fait, quand j'avais été là, j'avais comme mis une pause parce que j'étais au HEC. J'étais au HEC en même temps que je faisais l'Impact. Et puis, quand ils m'ont dit que c'était fini, bien, il a fallu que je mette une pause sur le HEC. Je pense que j'avais peut-être fini la session à distance. Mais après ça, j'avais fait une pause. Puis, pendant que j'étais aux États-Unis, à New York, j'avais mis l'école un peu sur la glace pour me concentrer sur le soccer. Puis, j'avais fait les 2 années. Puis, après ça, à San Francisco, j'avais repris. En San Francisco, j'avais repris l'école. J'avais terminé. Il me restait quelques cours à ce moment-là. Et bon, on revient à New York. Donc, tu signes en 2015 avec ton premier coach que tu avais eu en MLS, Jesse March. 11 matchs, première année que tu joues. 7, la deuxième. Tu as joué avec des joueurs qui ont quand même joué, encore une fois, à des gros niveaux. Je vois Sean Wright Phillips, qui joue en première ligue avec des clubs comme Manchester City ou même Chelsea. On a parlé un petit peu plus tôt que Marco Di Vaio, en entraînement, il pouvait être assez impressionnant. C'est un joueur qui t'avait marqué. Si tu nous amènes maintenant dans les entraînements avec les Red Bulls, est-ce que Sean Wright Phillips ou d'autres joueurs ont marqué ton imaginaire? Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est une petite anecdote. Là. Sean Wright Phillips, il était arrivé, puis moi, je l'avais pas reconnu. J'ai pas vraiment écouté le foot quand j'étais jeune. Fait que moi, je l'avais pas reconnu. Puis là, je le vois venir. C'est un petit... J'étais comme, OK. Puis là, il commence à marquer des buts. Il tacle partout. Là, je suis comme... C'est qui, lui? Tu sais, donc, mais bon, ce joueur-là. Là, ça n'a pas pris de temps. Là. Bradley, son frère, était là aussi. Fait que ça n'a pas pris de temps que j'ai fait le lien. Là, mais non, il y en avait enfilé une coupe. Mais Sean,
il était à un point dans sa carrière où ça descendait, il était dans la fin de carrière. Fait que c'était... il était quand même encore relativement impressionnant, mais dans les matchs, c'était un peu plus compliqué. Là. Il était capable de faire une différence, mais tu voyais qu'il avait pris de l'âge un peu. Bradley, par contre, il était comme... Ton frère? Ouais, Bradley était dans son apogée. Il scorait des buts à gauche, à droite. Fait que Bradley était super impressionnant. Il se plaçait toujours aux bonnes places, extrêmement rapide. Fait que lui, il était dur à arrêter. Sacha Clashton aussi. Lui, j'adorais Sacha. Il était complet, extrêmement bon leader, extrêmement habile des 2 pieds. Puis il était farceur aussi, mais il faisait des choses à l'entraînement qui je comprenais pas. T'sais. Comment il faisait? Même des jeux qu'il faisait, des fois, il prenait des corners de sa gauche, son mauvais pied, avec l'intérieur du pied, puis il l'enroulait, puis ça rentrait dans le but. Je me disais, je suis même pas capable de faire ça avec ma droite. T'sais. Fait que c'était des joueurs extrêmement techniques, extrêmement habiles, super intelligents. Fait que ça m'avait super impressionné. Ouais. Puis bon, tu fais 2 ans avec New York. Je pense que tu termines en prêt à Jacksonville, si je ne me trompe pas. Peut-être avec un peu de recul, comment tu évalues ton expérience là-bas si tu avais à la comparer à celle que tu as eue à Montréal? À New York? Globalement, New York, puis peut-être même avec la fin, avec le prêt à Jacksonville. Ben, New York, super bonne expérience. D'avoir pu jouer sous Jesse Marsh, là, c'était incroyable encore. Là, tu voyais qu'il grandissait en tant que coach. Il était extrêmement confiant de ce qu'il voulait faire avec les gars. Puis un peu un sentiment de famille. Ouais. Il incluait tout le monde. Tout le monde était dans le même bateau. Je me sentais inclus. Tu sais. Ouais. Tout le monde était là pour moi. On était vraiment une équipe. Avec ça, c'était génial. J'ai adoré cet environnement-là. Aussi, le stade, la ville, c'était bien. C'était des bonnes conditions. J'étais très heureux à New York. Après ça, Jacksonville, ça a été en 2 temps, Jacksonville. Parce qu'on me prêtait à Jacksonville, le coach, c'était Tony. J'ai un blanc de mémoire. Le gardien de but d'équipe américaine dans le temps, Tony Meola. Okay. Tony Meola. Lui, il me voyait dans sa soupe, il voulait que je vienne jouer pour son club. Fait que on avait décidé que c'était bon pour moi avec le club d'aller un peu à Jacksonville. Et puis, c'était un peu plus difficile là-bas. L'équipe, elle avait de la misère. Ça a été un peu plus difficile de s'adapter là-bas parce que la chaleur, j'étais là-bas en juillet, août. C'était extrêmement chaud. Des conditions différentes. Là. On s'entraînait à 8 h le matin, il faisait 40. C'était quelque chose. Puis l'équipe était bonne dernière, je pense, dans le temps. Là, puis... Donc, c'était pas des conditions idéales pour toi? Non, c'était pas des conditions idéales. Puis après 1 mois, je pense que le coach s'est fait le mettre dehors. Puis il y a un autre coach qui est arrivé. Ce coach-là, c'était plus il voulait jouer, il voulait sortir de derrière, etc. C'était pas nécessairement dans mon profil. Lui, c'était plus quelqu'un qui voulait garder le ballon. C'était moins profil défensif. Il voulait des défenseurs plus bons pieds que défenseurs. Fait que ça avait été compliqué au niveau du temps de jeu à la fin. Fait que c'était comme une expérience en 2 temps à Jacksonville, je te dirais. Soyons honnêtes, quand tu es défenseur, c'est souvent ça passe ou ça casse parce que habituellement, surtout un défenseur central, il commence le match, il termine le match. Il peut y avoir des exceptions, mais habituellement, tu trouves ta paire de 4 derrière. Puis s'ils sont en santé, ils risquent de rester ensemble pendant un bon bout de temps. C'est pas comme si tu es un attaquant ou un ailier qui peut rentrer en cours de match, impacter un cours de match. Donc si au final, tu es mis sur le banc défenseur central, ça peut prendre du temps avant de revenir dans l'alignement. Oui, non, c'est ça. C'est un peu l'aspect ingrat d'un défenseur. C'est comme une position, tu joues 100% du temps ou 0. Puis les erreurs que tu fais coûtent cher. Fait que c'est comme un rôle un peu plus... complexe. Oui, complexe. Puis, tu sais, j'ai des fois envié les milieux de terrain ou les milieux excentrés dans le sens qu'il y avait plus de liberté. Et puis, s'ils jouaient
pas, s'il commençait pas, ben, tu avais quand même 30 minutes pour te prouver. Fait que, tu enchaînes deux performances de 30 minutes où tu vas chercher un assist ou un but. Oui. Ben là, tu rentres dans l'11 partant, tu peux te prouver. Tandis que défenseur, ça peut prendre beaucoup d'erreurs de la personne en avant de toi pour que le coach te mette sur le jeu. Là. Je voudrais revenir à New York. Il y a un incident qui s'était déroulé, qui était passé partout aux nouvelles. Quand tu t'es fait attaquer par derrière, tu avais eu, je pense qu'il y a eu une expulsion sur le coup que tu as eu. Tu quittes le terrain. L'autre joueur également, je pense, se fait avertir. Il t'attaque par derrière. Et c'est un bon joueur de l'autre équipe. Je pense que c'était même un des meilleurs joueurs qui venait d'être sélectionné avec l'équipe nationale. Le jour d'après, il se fait virer de son club. Il se fait... Comment ça s'est déroulé, cette expérience-là? Puis à quel point ça l'a été quelque chose qui a été grave, une grave blessure pour toi? Parce que je ne me rappelle pas exactement comment tout ça s'était terminé. Et si vous regardez les images, c'était excessivement vicieux comme coup. Comment ça s'était déroulé? Qu'est-ce qui s'était déroulé ici? En plus, c'était en fin de match, mais... Fin de match, exactement. Ouais, c'est ça. Je pense que... Ben moi, j'ai toujours été comme d'un culotte des attaquants. Ben, c'est drôle. Ouais, c'est mon rôle. Avec tout le match. J'ai jamais vraiment beaucoup parlé dans les matchs. J'ai jamais vraiment beaucoup insulté, etc. Mais j'ai toujours été d'un culotte du monde. Puis j'ai toujours frappé fort. Puis, je l'avais frappé tout le match. Hein. Ouais. Je l'avais frappé légalement, je l'avais frappé tout le match. Puis je pense qu'il était sur une série de matchs avec des buts, comme 5 ou 6 matchs avec au moins un but, puis on les battait 2-0, etc. Fait que c'était un coup franc. Eux, il y avait un coup franc en fin de match. Je pense que c'était comme la 88e minute. C'était vraiment vers la fin. Puis encore une fois, j'étais d'un culotte. Je tirais le chandail. J'étais sur lui, tu sais. Puis l'arbitre pensait, on se tiraillait un peu, c'était physique. L'arbitre pensait qu'on avait swingé, pensait qu'on avait donné des coups de poing. On n'avait pas donné des coups de poing, il nous avait donné un rouge les deux. Puis je pense, je sais pas, ça combiné au fait qu'il avait pas fait grand-chose du match. Puis en tout cas, je pense que ça s'était accumulé, puis il avait explosé. Mais lui, sa carrière, après, ça a été... il s'est fait sortir du club. Il a pu été sélectionné, je pense, en équipe nationale. Je pense que ça avait été très grave. Tu vois, à quel point tu as été blessé sur le coup? Moi, ça n'a pas été si pire que ça, finalement. Ben, au début, on suspectait le cas de colonne. Ouais. Parce que c'est un... Plus de peur que de mal. Ouais, c'est un whiplash. Le coup est parti, etc. Fait que, parce que t'es dos, là. Je veux dire, tu peux même pas t'y attendre, c'est impossible. Ouais, c'est comme avoir un accident de voiture, là. Ton cou, il va vers l'avant un peu. Fait que il m'avait immobilisé, on était allé à l'hôpital. Ils ont fait des radios. Finalement, j'avais été correct, j'avais eu comme des douleurs au dos un petit peu. Je m'étais fait voir par la thérapeute du club pendant 1 ou 2 semaines. Puis c'était tout, là. J'étais retourné à l'entraînement, mais j'avais ces crampons entre ma colonne vertébrale. Là. Ouais. Ça aurait pu être très grave. Ça aurait pu être très grave, oui. Ça aurait pu être très grave. J'ai été chanceux. Ça n'a pas été grave. J'étais correct. Tu avais fait le tour des nouvelles, je me rappelle à ce moment-là. Puis ma copine, dans le temps même, qui est ma femme maintenant, elle était à New York. Parce que je n'étais pas supposé faire ce voyage-là au début. En tout cas, je transitionnais entre la première équipe et la deuxième équipe pour du temps de jeu. Elle était venue à New York pour me voir. Puis c'est arrivé pendant que j'étais là-bas. Fait que là, c'était comme elle capotait. Elle se demandait qui est correct, qui était à l'hôpital. Elle capotait un peu. Finalement, j'avais été capable de retourner dans le bus avec l'équipe. Ils sont venus me chercher, puis on était à Pittsburgh, puis on est retourné à la maison après. Bon, bonne nouvelle au moins. Ouais, tout a bien fini au moins, mais c'est ça. Il a rappelé un de mes coéquipiers qui était jamaïcain dans le temps, fait qu'il l'a appelé pour me passer, s'excuser. Il dit, j'ai aucune idée. Il a explosé. Oui, il a explosé, puis au moins ça s'est bien fini relativement. Ouais. C'est correct. Bon. Par la suite, il y a eu plusieurs clubs dans ta carrière. C'est quand même un parcours qui est intéressant. Donc, je pense que à cause peut-être de ce qui s'est déroulé à Jacksonville,
souvent, on envoie un joueur en prêt, on veut qu'il y ait du temps de jeu. Là, si finalement, tu n'as pas le temps de jeu voulu, ça ne te donne pas les éléments nécessaires en négociation pour un renouvellement de contrat, j'imagine, en fin d'année. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est c'est mis en place un peu avec les Red Bull. Donc, tu atterris à San Francisco avec le Delta de San Francisco. Et on en parle un peu, je pense que ça a été une des plus belles années de foot. Vous gagnez cette même année-là le Soccer Bowl, qui est, je pense, le titre qui était donné à l'équipe gagnante, l'équipe gagnante des séries, du championnat. Des séries. Des séries. Ouais. Mais fait paradoxal un peu, c'est qu'en milieu d'année, on vous dit les gars, vous avez une belle équipe, les choses vont bien, mais nous, notre côté, au niveau administratif, ça va pas comme prévu. On va être obligé de mettre fin aux opérations à la fin de l'année. Parlons un peu de cette année-là, entre ce qui se passe sur le terrain qui a l'air d'être formidable et d'un autre côté, vous avez des informations un petit peu contradictoires au niveau administratif. Comment vous arrivez à jumeler avec tout ça? Ben, c'est sûr que si ça va bien sur le terrain, la pilule est plus facile à avaler. Marc Dos Santos avait assemblé une équipe qui était incroyable. Si on parle, il y avait moi, il y avait Maxime Tissot, Carl Becker, beaucoup d'autres qui avaient des parcours, qui ont joué en MLS. C'était vraiment une belle équipe, une belle chimie. On avait des bonnes conditions. Ouais. On avait de bonnes conditions. Ils nous avaient placés comme dans le plein milieu de San Francisco. Je pense que le cable car passait dans notre rue. Là. Puis peut-être tu peux nous parler un peu de ces conditions-là. Parce que là, tu passes d'un club MLS où est-ce que, bon, c'est des salaires quand même, c'est intéressant. Même les salaires minimums sont quand même assez élevés. Ouais. Là, on pense, c'est le NASL. NASL que tu joues avec San Francisco. Peut-être donne-nous un comparatif un peu des conditions l'un à l'autre. Tu dis, ils nous ont placés. Ça veut dire qu'ils vous payent le logement, ils vous donnent des salaires. Quel type de conditions habituellement vient avec un contrat d'un joueur de NASL? Dans le temps, la NASL, c'était comme, il y avait la MLS qui était le premier niveau, puis tu avais la NASL puis la USL qui voulaient se battre pour avoir le statut de deuxième ligue aux États-Unis. La USL avait beaucoup plus d'équipes. La NASL avait moins d'équipes. Des fois, c'était moins bien structuré, mais tu avais souvent des meilleurs salaires, tu avais plus de monde au match, etc. Fait que nous autres, ils nous payaient un salaire qui était même comparable au salaire minimum de MLS. Plus ils nous donnaient des bonus à la victoire, plus ils payaient le logement. Fait qu'ils... Eux autres, ils avaient acheté un immeuble à Nob Hill, à San Francisco, dans le haut de San Francisco. Là. Fait que c'était génial. Mais c'est ça, le propriétaire, je pense qu'il avait pas mal fait ses calculs. Là. Il pensait qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde qui allait venir au match versus ce qu'il y avait. T'sais. Fait que, San Francisco, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de... Fait que le soccer, puis ils ont comme pas misé sur le marketing. Fait qu'il y avait pas beaucoup de monde qui savait que l'équipe existait. Fait que, non, c'est ça. Marc Dos Santos a mis une belle équipe, des bonnes conditions. Il y avait un traiteur, un restaurant local qui nous offrait la nourriture. C'était les options VG, les options gluten-free. C'est une structure professionnelle, là. On était très bien. Et puis sur le terrain, ça allait... Dans une belle ville en plus. Très belle ville. Très, très belle ville. Sur le terrain, ça allait super bien. Je pense qu'on avait, sur 16 matchs à l'extérieur, on avait perdu un match. Ouais, c'était... On célébrait pas mal tout le temps à l'extérieur parce que on perdait pas, on arrachait des nuls, on allait chercher des victoires. C'était vraiment bien. Puis tu as un haut niveau cette année-là. Je pense que tu joues beaucoup, les choses vont bien de ton côté. Oui, les choses vont bien. On joue contre des bonnes équipes. Tu sais, Miami, il y avait un propriétaire, il dépensait. Là. Je pense que leurs deux attaquants combinés, là, ils étaient payés comme 1,6 million. Là. C'était quelque chose. Mais non, j'ai une super bonne année, super bon coach. Marc Dos Santos, Phil Dos Santos a repris à partir de la moitié de l'année, du milieu de l'année. Puis c'était vraiment amusant. C'était amusant sur le plan soccer, sur le plan social, sur le plan un peu de tout.
ça s'était bien passé, mais en milieu d'année, ils nous ont dit que les finances allaient moins bien qu'ils pensaient. Ils ont versé beaucoup d'argent dans l'équipe. Puis ils nous ont dit que fort probablement qu'il n'y aurait pas de deuxième année. Nous autres, on avait Marc qui nous a dit on a un choix. Soit on peut dire OK, on jette le flambeau, on fait un peu n'importe quoi jusqu'à la fin de l'année, puis ça ne sera pas amusant. On va perdre tous nos matchs. Ou on va gagner des matchs, on a du plaisir, on fait une année professionnelle, puis on va pour la coupe. Puis ultimement, c'est ce qu'on a fait, puis on est capable de jouer la finale chez nous à San Francisco. Je pense qu'il y avait 8000 personnes dans un mini-stade. Ils ont ajouté. Puis ça a fini comme un peu compte de fil. On gagnait 1-0. Puis, comme la dernière action du match, il y avait une échappée. Carl Becker, il s'en va en échappée. Touche le ballon à la dernière seconde, se fait ramasser par le gardien de but. Puis là, c'est notre attaquant, Devin Sandoval, qui a joué un peu dans l'année, mais qui était deuxième. Tout le monde reconnaissait un peu son travail, puis ce qu'il avait fait pour nous, là, il arrive tout seul avec le but. Fait qu'il marche le ballon dans le but, l'arbitre siffle la fin du match, puis comme les 8000 personnes ont envahi Vous marquez à la dernière seconde, question. Ouais. C'est pour faire 2-0, mais le monde a envahi le terrain, là, c'était incroyable. Je pense que ça m'a pris 10 minutes à me rendre sur le stage, là. Donc, c'est quoi en première position? Ton but avec l'Impact en 2013, qualifié pour les séries ou gagner la finale avec San Francisco? C'est différent parce qu'il y en a que tu gagnes une coupe. Tu gagnes une coupe, tu célèbres la coupe en tant qu'équipe. Juste pour tout ce contexte-là, c'est extrêmement gros, tandis que l'autre, c'est juste un moment qui est du pur bonheur dans un instant. Que l'autre, San Francisco a duré plus longtemps. Disons que mon moment avec l'Impact, j'ai pas vraiment dormi. Là. C'était un samedi soir, puis j'avais un examen le lendemain en plus. J'étais juste sur l'adrénaline. J'étais pas capable de dormir. J'ai un examen comme 9 heures le lendemain. T'es allé? Oui, j'étais dans mon examen, mais j'étais encore sur l'adrénaline le lendemain. Les gens à l'école, là, peut-être on bifurque un peu, on retourne en arrière, mais je pense que ça vaut la peine. Est-ce qu'ils te reconnaissent un peu? Est-ce qu'ils savent, c'est le joueur de l'Impact, ou c'est peut-être pas encore assez commercialisé à ce moment-là pour qu'on te reconnaisse facilement? Il y en a qui me reconnaissent, il y en a qui me reconnaissent, mais c'est pas... le monde le savent. Le monde le savent. Bien sûr. Le monde le savent, mais c'est pas comme je marche dans la rue, puis c'est Carl Ouimet. On s'entend. On n'a pas encore la carrure de Messi, là. C'est ça. Ceux qui suivent le foot vont le savoir, mais j'ai vu ce que ça donnait Di Vaio puis Nesta qui marchent en Italie, parce qu'on avait fait un camp d'entraînement à un moment donné en Italie, à Florence, puis ils marchent dans la rue, puis tout le monde le reconnaît, puis tout le monde va vers eux, puis c'est comme... Ils peuvent pas marcher. Ouais, c'est l'enfer. Et j'avais entendu que c'était de même, puis moi, j'avais jamais vraiment réalisé, parce qu'à Montréal, on connaît moins un peu le foot, puis c'est pas comme ça. Le monde va... Même s'ils reconnaissent, ils vont garder plus leur distance. Mais en Europe, c'était quelque chose. Là. C'était... Ils marchaient, puis le monde les connaissait. C'était Di Vaio, puis c'était comme... Ils prenaient tellement d'émotions qui sont rattachées à ces joueurs-là. Puis le monde connaît tout, leur but, leur gros moment, etc. Moi, c'était... Quand je marchais dans le campus du HEC ou de l'Université de Montréal, c'était j'ai entendu dire qu'il y avait un joueur qui était tel joueur pour quelque chose, mais ça tout de même. Mais moi, j'étais pas là pour être joueur de soccer quand j'étais à l'école. J'étais à l'école, puis tu fais tes affaires. Être quelqu'un de bien normal, aucun problème. Je faisais mes affaires d'école. C'est sûr que des fois, je demandais peut-être des passes droits à mes amis quand c'était je vais rater un mois d'école. Ça me tente de me passer tes notes ou de faire un peu plus sur la présentation orale. Je suis désolé, je suis pas là. On est 3-4 à faire une présentation orale. C'est sûr que je vais en faire moins. Fait que c'était. Puis eux autres comprenaient. Ben oui, ouais, c'est ça.
c'est correct, on comprend. Les joueurs de soccer, il n'y a pas de problème. T'sais. Fait que de ce côté-là, des fois, je disais un peu les avantages que j'avais avec mon statut pour Bien sûr. Pour profiter de la situation, mais sinon, je me faisais reconnaître une fois de temps en temps. J'aimerais parler d'une chose avec toi. À la fin de ton séjour à Montréal, tu t'es posé des questions à savoir, est-ce que c'est la fin? Ouais. Ça avait l'air d'être quand même clair pour toi que ça pouvait l'être. Ouais. Finalement, tu as rebondi à New York, les choses se sont sensiblement bien déroulées, il y a eu une carrière par la suite. Qu'est-ce qui fait en sorte, et peut-être que c'est arrivé, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'après la fin à New York, il n'y a pas eu cette réflexion-là? Peut-être qu'il l'a eu, mais il n'y a pas eu ce choix-là d'arrêter. Parce que là, en plus de quitter un club, là, tu quittes la MLS. Tu descends de division. Tu restes dans un niveau professionnel. Tu as eu une super saison à San Francisco et d'autres très belles saisons par la suite à Indianapolis qu'on va décortiquer dans quelques instants. Mais il n'y a pas eu cette réflexion-là pour toi de te dire, là, j'ai essayé à New York, après Montréal, ça a donné ce que ça a donné. Là, on dirait que les choses font en sorte que je ne vais pas rester en MLS. Est-ce que je ne retournerai pas à Montréal, faire mes études, avoir une carrière normale? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu continues? Ben, j'avais déjà. J'étais déjà sorti de Montréal. Le plus gros, le plus dur, c'était de sortir de Montréal. C'était les amis, la famille, tout ce que j'ai connu, tout ce qui fait de moi, de Carl Ouimet à ce moment-là. Ma ville, mes amis, ma famille, c'est mon identité. Je perdais un gros morceau de ça. Je me ramassais seul. Puis après ça, après l'avoir vécu à New York, ben, je l'ai vécu seul, tu sais. J'ai vécu pour la première fois en appartement seul, dans un autre pays, une autre langue. J'ai comme été un peu habitué à ça. Ouais. Puis là, il y avait plus cet aspect-là qui faisait en sorte que j'ai peur, si tu veux, de continuer. Si tu m'avais probablement dit, tu t'en vas à San Francisco après Montréal, quand tu descends de niveau, etc., je ne sais pas si je l'aurais fait. Ouais. Mais là, cet aspect-là était déjà rendu plus confortable, pour moi, plus familier. En plus de ça, tu t'en dans une belle ville avec des belles conditions. Ouais. Et puis, un coach québécois. C'était des facteurs qui faisaient en sorte. Une formule gagnante. Oui, c'est ça, que ça me donnait le goût de continuer, puis que je considérais que j'avais des bonnes conditions pour continuer à jouer, continuer à m'amuser, continuer à faire ce que j'aime, en fait. Mais la transition San Francisco-Indianapolis, ça, c'était différent. Parlons-en, parce que si on analyse bien ta carrière de l'externe, ça a été là que tu es resté le plus longtemps sur la durée. Les choses ont l'air de s'être bien déroulées. Je vois ici 108 matchs, 8 buts. Tu es un défenseur, on le rappelle aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, tu joues quoi? 4 saisons et demie là-bas. Un deux buts par année, ça se prend bien pour un défenseur. Je veux dire, ça peut faire la différence dans une fin de saison, un match important. Ouais. Pourquoi la transition était difficile? Ben parce qu'à ce moment-là, fait qu'il y avait, comme je te disais, MLS, premier niveau, première ligue, deuxième ligue, la NASL, la USL se battait pour avoir le statut. Finalement, la USL là, puis là, la NASL explose. Il n'y a plus de NASL. Là, tu te ramasses avec 7-8 équipes de 20 à 30 joueurs par équipe, 20 à 25 joueurs par équipe, qui se ramassent plus de contrat. Puis là, la USL, ben, leurs effectifs sont quasiment tous remplis. Fait que là, tu as tous ces joueurs-là qui se battent pour avoir des contrats. Là, nous, on venait de gagner à San Francisco, c'était gros. Moi, je me disais, OK, je vais me trouver une équipe, pas de problème, j'ai joué quasiment toute l'année. J'ai bien fait, une bonne équipe, je vais me trouver quelque chose sans problème. Mais, je faisais en sorte qu'il y avait moins d'offres qu'on pensait. Fait que là, on se battait tous pour quelques contrats, eux autres les savaient. Fait que les conditions étaient moins bonnes. Les salaires sont à la baisse. Les salaires sont à la baisse. Là, tu parles pas de San Francisco, tu parles d'Indianapolis. Fait que là, c'est comme... Là, je regarde un peu les conditions, puis je me dis,
je sais pas si ça vaut la peine. Ben oui, avec raison. Ouais. Puis là, moi, je m'étais fait une copine. Là, on faisait du longue distance. Ça, c'était à la fin de New York. Là, on a fait de longue distance à San Francisco. Là, est-ce que ça vaut la peine? Il n'y a pas possibilité qu'elle puisse te rejoindre. Oui, mais pas de green card, ça peut être longtemps. Là, c'est ça que tu fais ça encore. Tu peux pas travailler, elle pouvait pas travailler, elle pouvait juste rester 6 mois, etc. C'était quelque chose. Fait que là, je me suis dit, regarde, on va faire une année, puis on va voir comment ça se passe. T'sais. Fait que là, je fais une année, je joue toute l'année, je fais bien, je prouve. Puis là, rendu à la négociation, mais là... C'est un contrat 1 an? 1 an. Ça, c'est important pour toi aussi. Là. J'imagine que tu ne voulais pas être pris non plus dans un contrat qui est moins favorable à ce que tu avais vu dans le passé. Tu ne connais pas la ville, tu te poses des questions sur ta carrière. Il fallait un test avant de regarder sur un plus long terme. On prend un café avant de se marier. C'est ça. Mais, tu sais... Là, ils savent, les équipes, là maintenant, moi, c'était comme du non négociable avec mon agent, c'était pas d'option. Non. Cette option, c'est toujours défavorable aux joueurs. Parce que c'est pas d'option. Des options, t'as pas d'option. si tu fais bien, c'est une bonne saison, là, le salaire qu'ils t'offrent dans ton option va toujours être plus bas. Ben oui. Qu'est-ce que tu mérites? Fait que les autres vont juste prendre l'option. Puis si tu fais pas une bonne saison, mais ils vont dire bye-bye. Il n'y en a pas, tu sais. Il n'y a pas d'option favorable. Fait que moi, je me suis dit, 1 an, j'y vais, je me prouve, pour voir ce que ça donne. Fait qu'1 an passe, je fais bien. Là, on négocie. Puis là, il y avait du plus long terme sur la table. Il y avait plus de stabilité. Finalement, Indianapolis, vraiment belle ville. On était bien placés. On était comme à Carmel, Indiana, qui a été nommée la meilleure ville aux États-Unis. OK. Où vivre. C'est-tu Times Magazine? C'était un gros magazine. Là, parce que c'était comme une ville un peu parfaite. Pas de crime. Les maisons étaient pas chères. C'était propre. Pour vrai, c'était génial. Moi, j'ai adoré Carmen Indiana. Puis, je me ramasse là. On joue au stade des Colts. Ouais. Ça, c'était impressionnant. C'était quelque chose d'unique. Unique en son genre. C'était même quand tu as 14 000 personnes, 20 000 personnes dans le stade, là, parce qu'on l'a fait des fois, on dirait qu'il n'y a personne dans le stade. Ben, c'est ça que j'avais vu que tu avais dit dans un entretien. C'est un stade qui peut contenir 75 000 personnes et à des matchs d'ouverture, des fois, vous aviez 20 000 personnes, ce qui est énorme, soyons honnêtes, dans la Ligue USL. Ouais. Mais encore là... 20 000 personnes, c'est encore mieux d'avoir 8 000 personnes. Juste au-dessus du corps, là. Ouais. Fait que c'est immense, mais ça nous a bien traités durant les années. Là, on a eu des bons résultats à la maison. Conditions similaires, finalement, à ce que tu avais à San Francisco? La première année, non. La première année, c'est là qu'il y avait un gros écart. Les autres années d'après... San Francisco, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur, ouais. Dans toutes les années à Indianapolis, n'a pas battu tes conditions à San Francisco. Bien, conditions globales, mettons. Ouais. Salaire, à un moment donné, à Indianapolis, ça a dépassé, mais je veux dire, conditions globales, San Francisco, avec l'emplacement, avec un peu la nourriture qu'ils nous donnaient, qui était de qualité supérieure, c'était bon. Mais Indianapolis avait aussi ses avantages. Dans le sens où on habitait, c'était pas San Francisco, mais on habitait comme le propriétaire était dans l'immobilier. Il y avait des immeubles, c'était des immeubles de luxe. Fait que c'était des super beaux appartements avec j'avais un simulateur de golf là, dans nos apparts. Il y avait comme. Est-ce qu'on te permet de vivre seul ou tu dois vivre en colocation avec un joueur? Ça dépend. Ça dépend dans le contrat aussi. Ça dépend, c'est ça. Moi, à ce moment-là, c'était Justine était avec moi. Moi, j'étais mon appartement. Puis c'était clair. Ouais. Dans le contrat, là. Ouais, c'est ça. Tu t'arranges toujours dans le contrat pour mettre ce qu'il faut, ce que tu veux, mais
Conditions de vie, pour vrai, c'était génial. Les appartements autour, on était comme dans un petit quartier d'or. Il y avait une piste cyclable. Je pense que c'était une ancienne track de chemin de fer, comme 50 km de long. La piste cyclable, c'était... Tu aimes faire du bicycle. Ouais, j'aime faire du vélo. C'était bien. C'était bien, on était bien. C'est là que... on n'a pas eu Félix, là, mon premier enfant, mais c'est là qu'il a grandi. Et pour les enfants, c'était le fun. Justin, pendant les pratiques, pendant que j'allais à l'extérieur, t'es capable de se promener sur la piste cyclable. Il y avait des petits magasins, des petits restaurants. C'était bien. Ouais, on était bien à Carmel. La température était toujours bonne. Puis, je pense que vous aviez une bonne équipe. De ce que j'ai cru comprendre, en début d'année, on ne parle pas d'essayer d'être une équipe de milieu de tableau. On veut gagner le titre et avec raison. Je pense que vous aviez les arguments pour le faire. Est-ce que je me trompe en disant qu'au début, vous n'avez pas été tellement loin de gagner? Vous avez perdu, je crois, en finale. Ouais. Joué beaucoup. 2019, en fait. 2018, c'est ma première année. Ouais. On a fait les séries, puis on s'était fait éliminer contre Louisville, là, qui gagne pas mal tout en USL. 2019, on s'était rendu en finale de l'Est, puis on gagnait 1-0. Puis on a égalisé à dernier coup de pied. Dernier corner du match, ils ont égalisé, puis ils nous ont battus en temps supplémentaire. Fait que ça, c'était crève-cœur. Parce qu'on aurait eu la finale de la USL à Indianapolis. Ça, c'était un peu crève-cœur. Puis à partir de là, l'autre année d'après, c'est la COVID. Puis ça a comme un peu tout chamboulé. Mais non, on avait des bonnes équipes. On avait Tyler Pasher qui était extrêmement fort. On a eu beaucoup de bons joueurs qui ont passé par Indianapolis. Puis c'était un bel environnement, une belle équipe, belle chimie d'équipe. C'était un bon environnement. Hein? Ton plus beau foot, si tu regardes un petit peu avec du recul? Mon plus beau foot? Ouais. Ouais. Parce qu'au-delà, tu as eu une excellente saison, une très belle saison à San Francisco, mais malheureusement, ça a été uniquement une saison. Là, tu es resté 4 ans et demi à Indianapolis. Donc, je veux dire, il y a une confirmation qui s'installe une année après l'autre. Ouais. Il y a une certaine stabilité, chose que tu avais difficilement eu dans tes clubs professionnels auparavant. Oui. Non, d'être installé, tu sais, puis il y avait des bons partisans. Les partisans étaient impliqués. Il y avait de l'ambiance. On était reconnus pour avoir une bonne ambiance, une bonne atmosphère, c'est en anglais. Une bonne ambiance de match. Fait que c'était le fun de jouer. C'était très amusant de jouer à Indianapolis. Puis c'était vivant. Là. Tu voyais, là, il y avait de l'émotion. Des fois, tu allais jouer à des places en USL, il n'y avait pas un chat. Mais à Indianapolis, c'était bien. Puis niveau soccer, c'est ça. J'ai réussi à compter 8 buts. On compétititionnait à chaque match. C'était bien. C'est une saison de combien de matchs environ? C'est 32, 34. Ça ressemble à la même chose à peu près avec la MLS. Ça commence en mars, ça finit à peu près en octobre-novembre, selon les séries. C'est ça. Fait que non, ça suit à peu près le calendrier MLS, peut-être un peu moins. Là, une couple de semaines on recommence une couple de semaines après, puis on finit une couple de semaines avant. Mais non, ça se ressemblait, puis c'était bien. C'est bien. Je veux avoir de la famille qui est descendue un peu. Puis j'ai eu une stabilité. C'était le fun d'avoir une stabilité. Puis à un moment donné, c'est ça, jusqu'à temps que Détroit arrive. Est-ce que c'est drôle ici? Parce que je pense que, on parle à n'importe quel joueur de foot, ils vont vous le dire que la COVID, ça change beaucoup de choses. De un, administrativement parlant, les clubs sont en perte de revenus, doivent faire des changements, doivent faire des choix. Les joueurs ont moins de possibilités de s'entraîner. Je crois, pendant la COVID, corrige-moi si je me trompe, toi, tu ne pouvais pas bouger d'Indianapolis. Dans ton contrat, ça disait spécifiquement que si tu quittes avec toutes les règles qu'il y avait, tu pouvais être quasiment bris de contrat en sortant de la ville. Là. Ouais, il fallait que tu fasses attention là, parce que les clubs cherchaient tout pour un peu sauver de l'argent. Ben oui, c'est ça. Fait que là, puis il y avait des clauses dans les contrats de force majeure qui essayaient de pas payer le monde parce qu'ils disaient c'est une force majeure, c'est pas dans le c'est pas le club qui contrôle la pandémie.
c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir arriver. Ouais. Fait que, on fait juste pas de payer. Fait qu'il y a eu des Ils ont payé finalement. il y a une réduction de salaire, mais ils nous ont payé à un certain pourcentage de notre salaire, il me semble. Mais moi, dans mon contrat, mon agent, c'est un avocat. Fait que mon contrat était comme béton. Il était béton. Là. Il était béton, puis ça s'arrangeait vraiment pour que ça soit. Parce que certains joueurs, dans leur contrat, c'était on te paye du moment où tu te pointes jusqu'au moment où le dernier match de la saison. Mais s'il n'y a plus de saison, à cause de la pandémie, ben là, eux autres peuvent dire ben, on ne te paye pas. Moi, c'était tu payes de telle date à telle date, peu importe, tu payes. Fait que c'est ça, là, il y a des cracks dans le système, il essaie d'exploiter ça, puis c'est beaucoup de négociations, beaucoup de la USLPA, qui est la USL Players Union, négociait avec la USL pour essayer d'arriver à des ententes sur les conditions. C'était quelque chose. Puis après ça, en tant que joueur, là, tu peux pas t'entraîner. On avait joué un match, puis on perdait le match 1-0. Je pense qu'on avait gagné 4-1. Fait qu'on commence la saison gonflé à bloc. À l'extérieur, on perdait 2-0. Puis on revient, puis on bat l'équipe. Puis on est comme, OK, ça va être une année incroyable. On est parti. Puis là, c'est comme, OK, on joue pas pendant on sait pas trop combien de temps. Une durée indéterminée. Puis tu recommences à faire des entraînements. Tu perds la forme. Là, tu recommences à faire des entraînements au début en solo. Pointe à intervalles réguliers. On se croisait, mais croisait les autres joueurs, mais de loin. Puis là, tu commences à faire des entraînements en groupe réduit à 1, 2, 3 personnes. Après ça, tu commences à faire des entraînements le quart de l'équipe, la moitié de l'équipe, ainsi de suite. Fait que c'était un long processus où tu perds le rythme un peu. Puis il y avait un nombre de matchs réduit où tu jouais seulement les mêmes équipes. C'est un format intéressant. C'est une année bizarre, mais intéressante. On est content que ce soit derrière nous. Ouais. Tu vas jouer à Détroit. Ouais. Il y a eu un prêt, je pense, qui s'est déroulé. Qu'est-ce qui s'est passé un peu ici? Est-ce que tu étais arrivé un petit peu à terme de ton expérience à Indianapolis? Est-ce que le club était rendu peut-être ailleurs? Est-ce qu'habituellement, quand il y a un prêt qui est fait, des fois, ça peut être pour le mieux. On a un jeune joueur qu'on veut le faire aller jouer ailleurs. Dans ton cas, ça faisait quand même plusieurs années que tu es là. Donc, j'imagine que le prêt avait autre chose un petit peu derrière la tête. Comment ça s'est mis en place, tout ça? Ben, tu sais, le monde du soccer, ça se recoupe tout le temps un peu. Tu commences à connaître les joueurs, les coachs, le monde, etc. En fait, le coach en deuxième partie de Jacksonville, celui qui m'a fait moins jouer, mettons, est revenu à Indianapolis. C'est devenu le coach? C'est devenu le coach d'Indianapolis. Oh, wow! Fait que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, bon, c'est pas mal, ça va être dur. Fait que on va voir. Pas le type de joueur qui, lui, voulait bâtir autour. C'est ça. Lui, il arrivait avec sa vision. Il avait fait le coach qui était là avant, Martin Rennie, il avait fait leur bout de chemin à Indianapolis avec Martin Rennie. Fait qu'ils l'ont remercié. Puis Mark Lowry est arrivé avec un peu sa vision, comment il voulait faire les choses, son type de joueur, etc. Puis moi, je savais que je ne cadrais pas nécessairement dans ses plans. Puis on savait un peu les deux. On savait, tu disais allô, mais tu sais au final que lui, il ne va pas nécessairement te faire jouer. Puis toi, tu es comme, OK, comment je vais faire pour jouer? Parce qu'ultimement, c'est comme ça qu'on t'accorde de la valeur en tant que joueur. Si tu poiras sur le banc, ben ça va être dur de trouver une équipe à la fin de l'année. Là. C'est sûr. Alors, il y avait un arrangement où Détroit avait besoin d'un défenseur. Et puis, c'était Trevor James qui avait été le GM le directeur technique d'Indianapolis au début. Lui, il avait besoin, c'était le coach de Détroit, puis il avait besoin d'un défenseur. Il me connaissait bien. Il a parlé à Indianapolis, puis là, ils se sont entendus
c'est une situation qui était bonne pour tout le monde. Mark Lowry pouvait aller chercher quelqu'un d'autre, pouvait faire confiance à d'autres mondes sur le plan soccer à Indianapolis. Puis du côté de Détroit, il allait chercher un bon défenseur sur qui il pouvait compter. C'est comme ça que ça s'est passé. Ma femme était comme 36 semaines enceinte. C'est sûr que quand j'ai annoncé OK, on part de notre belle stabilité à Indianapolis où on est bien, puis on s'en va à Détroit. On avait blagué en plus des autres années avant. J'avais demandé une place où tu n'irais jamais. Puis elle m'avait dit Détroit. C'est pas la ville qui fait le plus rêver. C'est pas le plus glamour, si tu veux. Mais alors, j'en avais parlé. J'ai dit, regarde, j'ai dit, si je peux rester à Indianapolis, c'est mon choix. Mais je risque d'être malheureux, puis je risque de pouvoir rester sur le banc le reste de l'année. Elle me dit, OK. C'est OK, on le fait. Fait qu'on a pris le U-Haul, on l'a rempli, puis on a pris nos choses, puis on est allé à Détroit dans cette nouvelle aventure. Tu sais, une carrière de joueur de soccer, c'est toujours à gauche, à droite, tu sais pas où tu t'en vas, le chemin n'est pas tracé d'avance, là, c'est pas en vol d'oiseau. C'est tumultueux, tu prends un obstacle, tu fais un détour un peu comme Montréal quand tu essaies de te promener dans la ville. Fait que, on était arrivé à Détroit. Et puis, Détroit, agréablement surpris. De la qualité de vie ou du style de jeu? Les deux. Les partisans, surtout. Je ne sais pas si tu as vu des vidéos de Détroit. C'est un mini-stade. Le stade accueille à peu près 8000 personnes. Mais ces 8000 personnes, on a les Ultras à Montréal. Tu as la section des Ultras. Mais ça, la moitié du stade, c'est des Ultras. Fait que quand ils chantent, quand ils se tiennent les bras, là, c'est tout le stade. C'est un happening dans la ville. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai jamais vu l'ambiance de même. Jamais vu l'ambiance. Ça change tout pour un joueur. Ah, c'est quelque chose. Là. Je me rappelle, elle est arrivée à Détroit, puis je ne pouvais pas encore jouer parce que le transfert n'avait pas été officiellement complété. Alors, je n'avais pas le droit de jouer. Puis j'étais dans la petite section, là, sur le côté pour joueurs. Puis je m'étais dit, oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est unique. J'avais jamais vu ça, un mini-stade. C'était pas des sièges, c'était comme juste des bancs. Puis extrêmement passionné. C'était beaucoup. Il y avait une grosse force de caractère. Ça l'insultait pas mal les joueurs. De l'autre côté, là, ça l'encourageait, ça l'insultait, ça criait. Il y avait de l'émotion quand tu jouais. C'était quelque chose. C'était marquant. Ouais. Puis, bon, tu peux pas jouer au départ, mais est-ce que rapidement, ce coach-là, ça le fait? Est-ce qu'il t'intègre dans ses plans? Est-ce que tu commences à avoir un peu de temps de jeu? Oui. Mais le match d'après, j'ai commencé. Puis, ça a été une belle année de ce côté-là. Là. J'ai joué beaucoup de matchs. J'ai bien aimé la ville aussi. Ouais, ça a été une belle surprise. J'ai passé une situation où je n'aurais pas fait grand-chose dans l'année. À une situation où j'étais bien. Hein, c'était... Puis ta valeur reste haute aussi. Ouais. Des changements par la suite. C'est ça. Non, j'ai adoré mon passage à Détroit. C'était du monde vrai. Il venait de rentrer dans la ligue. Fait que c'était du monde... Il n'était pas dans une ligue professionnelle avant. C'était des joueurs qui ont monté avec le coach. C'était du monde qui travaillait extrêmement fort. C'était une équipe de col bleu. Là. Ça allait... ça se bataillait dans les tranchées. Puis on avait une unisson, tu sais. Ouais, c'était une vraie équipe. Ouais. Puis dis-moi, il n'y avait pas possible... Parce que par la suite, tu joues à Détroit, s'enchaîne un transfert vers Ottawa. Il n'y avait pas possibilité peut-être de renouvellement là-bas. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Mais là, à ce moment-là, tu sais... Parce que théoriquement, c'est un prêt, donc tu dois retourner. Si c'est la même chose, tu devrais retourner à Indianapolis. En théorie. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, c'est un prêt où on ne voit pas que ça va continuer, tu sais. Une manière polie de te dire
Ben, c'est ça. C'est les joueurs et le club, ils sortent la main, ils se disent, regarde, c'est mieux pour les deux qu'on se sort la main et qu'on se dise au revoir. Surtout quand, au final, le contrat se termine à la fin de l'année. Là, dans mon cas, le contrat avec Indianapolis finissait à la fin de l'année. Le prêt se finissait à la fin de l'année. Puis après ça, on se doit revoir, puis on tourne la page. Puis Détroit, eux, est-ce qu'ils ont émis l'hypothèse de vouloir te garder une année de plus ou c'était pas nécessairement dans leur plan? C'est toujours des situations où tu évalues les bénéfices versus. Dans notre situation, là, c'est plus rendu au niveau familial. Avant, c'est Carl. Qu'est-ce que Carl veut? Où Carl veut aller? Là, avec une femme, 2 enfants, c'est comme où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? T'sais? Fait que c'est sûr que j'ai un petit pit à ce moment-là, 1 an et quelques, quasiment 2 ans. Puis j'ai un bébé en bas d'1 an. Fait que c'est comme où est-ce qu'on veut aller? Puis, notre but, c'est de se rapprocher de la famille. Se rapprocher de la famille. Alors, Ottawa, ça restait le choix numéro 1. C'est sûr qu'on regardait d'autres choses comme plan B, mais Ottawa, ça restait le choix numéro 1. En fait, c'était Ottawa ou se rapprocher ou s'éloigner beaucoup plus puis aller essayer quelque chose en Asie. Ça, c'était quelque chose que j'avais en tête. Fait que c'était soit de se rapprocher de la famille ou d'une expérience. Moi, j'avais Thaïlande en tête, Thaïlande, Vietnam, dans ces environs-là, une expérience, mais à Malaisie, une expérience culturelle en même temps d'une expérience soccer où j'ai entendu dire que les conditions en Asie pourraient être extrêmement bonnes. Alors, c'était un peu de jouer sur 2 tableaux. Puis finalement, ça a été Ottawa. Puis on était extrêmement heureux à Ottawa. On était proche de la famille. J'ai joué une saison complète. Les conditions étaient bonnes? Parce que c'était leur entrée en CPL, là. Non. C'était pas leur entrée? Non. Leur entrée, c'était 1-2 ans auparavant. 1-2 ans, OK. Donc, mais c'était quand même récent. Oui. Le club arrive. Avant, c'était le Fury. Il y a eu le transfert, l'Atlético d'Ottawa. J'ai appris avant le début du podcast, tu me l'as appris, que c'est un club qui est possédé par l'Atlético de Madrid. Oui. Est-ce que tu es capable de retrouver un petit peu ce que tu avais aux États-Unis là-bas? Oui, mais en même temps, on est proche de la famille. En plus. Oui, on est proche de la famille, c'est un gros avantage. Puis les conditions étaient bonnes. Pour vrai, rien à redire là-dessus. Là. J'ai adoré mon passage. En plus, on était capable d'aller à Madrid pour notre camp d'entraînement. Ça, c'est une expérience phénoménale. On s'est entraîné où l'Atlético de Madrid s'entraîne pour ses camps d'entraînement. On a même été voir un match de l'Atlético dans la suite présidentielle. Wow. Alors, c'était beau. Là. On a rencontré le président de l'Atlético Madrid. On était vraiment des invités. Là. Je me sentais comme un roi, un prince, peu importe. C'était bien. Là. C'était bien structuré. Tu voyais que le club a des grosses ambitions. Et puis, on jouait au TD Place, qui était le stade où les Red Blacks jouent. Alors, il y avait de l'ambiance, il y avait des fans, des bons partisans. C'est bien, parce que t'as pas ça partout en CPL. Ben oui. Ottawa, niveau partisan, niveau structure d'équipe, un peu comment c'est organisé, c'est une des meilleures, je te dirais, en CPL. Alors ça a bien été la première année. Puis là, moi, j'avais un contrat de 2 ans. Mais là, avec le coach, à la fin de l'année, au début de l'autre année, c'était un peu plus tumultueux. Là. C'est souvent ça qui se déroule au final. Ouais. C'est vraiment une question de circonstances, un bon fit, un bon joueur qui fit avec les plans du coach. Ouais. Des fois, ça peut partir un petit peu de travers. Puis c'est ce qui peut, on le vit avec toi aujourd'hui, il peut mettre fin à des partenariats, peut mettre fin à des expériences avec des équipes. C'est assez intéressant d'entendre le tout. Puis peut-être, juste pour continuer un peu là-dessus, on n'en a pas parlé, mais j'aimerais effleurer un peu le tout, l'équipe canadienne. Ouais. Si on analyse le tout, tu as joué 18 matchs avec l'équipe canadienne senior, Carl.
ce qui n'est pas rien. Félicitations. Merci. Première apparition en 2013 contre la Slovénie. On se sent comment? Est-ce que ça, c'est peut-être un des moments les plus fiers de ta carrière de porter le chandail? Fier, oui. Oui. C'est quelque chose d'indescriptible de jouer pour son pays. Je me rappelle encore tout jeune, notre camp, il était en Autriche. Puis juste de porter le chandail. Ben oui. Je l'avais porté, mais en U17. Là, tu joues pour l'équipe nationale. Là. La vraie équipe nationale, tu t'en vas jouer contre d'autres pays. On est plus sur le même plateau. Là. On ne joue plus au même jeu. Là. Puis sur la scène internationale. Ouais. Fait que c'était... j'ai une frisson à en parler. Mais c'était... c'est quelque chose de gros, d'immense. Tu ne vois pas jouer pour ton pays. Tu arrives là, tu portes ton chandail, tu as tes coéquipiers qui viennent de ton pays, tu représentes toi-même. T'sais. Dans tes clubs, tu joues avec des personnes de partout dans le monde. Ça, c'est une belle expérience en soi. Mais de jouer pour son pays, c'est quelque chose de... Ouais. Donc, il y a la sélection en 2013 contre la Slovénie, qui est la première. Il y a 18 matchs au total que tu as fait. Une des expériences que j'ai entourées, que j'aimerais t'entendre ici, Gold Cup 2015, tu as été retenu. Ouais. Qui joue aux États-Unis, je crois bien. Il y avait quelques matchs au Canada. Il y avait quelques matchs au Canada. Ta plus belle expérience là-bas, avec l'équipe canadienne? Gold Cup, oui. Je te dirais que les qualifications pour la Coupe du Monde, c'était quelque chose. Ça, c'était quelque chose. Mais je me rappelle avoir joué contre le Costa Rica à Toronto. Puis ça, j'avais adoré. C'est dans les premiers matchs. Là, c'était un de mes premiers tournois. J'ai joué beaucoup de matchs amicaux. Mais c'est un de mes premiers tournois. Je pense que c'était mon premier match de tournoi contre le Costa Rica. Puis on jouait contre... je jouais contre un de mes coéquipiers. Fait que ça, je trouvais ça drôle. Wow. Okay. C'était comme moi puis un de mes coéquipiers qui jouaient l'un contre l'autre. Puis c'est juste, à chaque fois que tu te faisais appeler pour jouer un match, c'était des minutes sensationnelles. Mais je m'imagine. Ouais. Est-ce que c'est la plus grande structure professionnelle dans laquelle tu as joué? Si tu analyses un peu, si tu compares avec tes expériences en club, est-ce que quand tu arrives avec l'équipe canadienne, la manière que c'est structuré, les coachs, les transports, la nourriture, est-ce que c'est peut-être le plus bel environnement professionnel que tu as vu? C'est différent. C'est différent parce que ta structure de club, t'es la majorité de l'année ensemble. Ouais. Fait que là, t'as le temps, t'as des méthodes qui se font, tout le monde travaille de la même façon pendant toute l'année. Tu sais à quoi t'attendre, t'as ta routine, etc. Là, quand t'arrives en équipe nationale, c'est 10 jours d'habitude. Fait que c'est 10 jours, puis là, t'arrives dans une équipe, eux autres, ils pressent, t'arrives dans l'autre équipe, eux autres, ils défendent en bloc, eux autres, ils jouent 4-3-3, ils jouent 3-5-2. Puis là, t'essaies de tout ramasser ça, puis de faire un programme intensif où tu réapprends à tout le monde à jouer de la même façon. Fait que c'est carrément différent. Tu manges pas à la même heure, tu manges pas la même chose. Ton pre-game meal, il est à quelle heure? C'est un peu tout différent. Fait que ça fait en sorte que tu peux pas vraiment les comparer, les deux. Mais extrêmement bien structuré. Et puis, les coachs, pour vrai, ils font un gros travail de pouvoir présenter ce bagage d'informations-là en aussi peu de temps. Parce que au fil des matchs en MLS ou dans les autres ligues, tu as le temps un peu de te réajuster un petit peu par-ci, puis un petit peu par-là, mais la base reste constante. Tandis que là, c'est comme tu réarranges tout, puis il faut que tu fasses en sorte de ne pas perdre du temps quand tu arrives. Ouais. Fait que c'est comme un environnement spécial, l'équipe nationale. Et puis, c'est du monde de partout dans le monde. Avec les histoires que tu entends, les coéquipiers que tu côtoies, comme des influences d'un peu où ils jouent, d'où ils viennent. C'est spécial. Bon. Là, on enregistre le podcast. On est le 16 septembre 2024. Tu as laissé planer le doute un peu sur est-ce que je continue à jouer? Est-ce que je continue pas à jouer? Donc là,
Il y a eu une petite pause cet été. Tu es allé faire des matchs en semi-pro avec l'équipe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Demain matin, tu reçois un email d'une équipe qui coche les cases, on va dire comme ça. Les cases où est-ce que tu es rendu dans ta vie de famille. Tu considères ou tu considères pas? Mais là, c'est dur. C'est dur. Parce que là, il y a de plus en plus de cases à cocher. Là. Il y a de plus en plus, c'est ça, là, il y a de plus en plus de cases à cocher. Puis, là, comme j'ai dit, c'est dur de quitter Montréal. Mais là, après, j'ai quitté en 2015. On est rendu en 2024. J'ai joué 8 ans. Okay? J'ai joué 8 ans à l'extérieur. C'est dur de me ressortir de Montréal maintenant. Là, je suis réétabli à Montréal. Je suis un fier Montréalais de nouveau. J'étais avec ma femme, mes 3 enfants. Là, j'ai trouvé un appartement. Les enfants sont au CPE. J'ai trouvé un autre travail. Maintenant, je suis enseignant en 6e année. Alors, c'est plus difficile de me sortir de là. C'est plus difficile. Là, le montant, les conditions, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus élevées pour que je puisse considérer. Mais la passion est encore là. C'est sûr que c'est dur de faire le deuil de ça. C'est pour ça un peu j'ai laissé planer le doute et j'ai pas fermé la porte. C'est plus ça. En dedans de moi, je savais qu'il y avait probablement 95% des chances que ça soit fini. Puis que je fasse une transition vers quelque chose d'autre. Mais s'il y avait de quoi qui avait été proposé, ben, je voulais au moins avoir la chance de le considérer. C'est pourquoi j'ai fait planer le doute. Parce que là, même là, à ce jour, j'ai pas fait de message officiel de retraite. Ça va s'en venir. C'est pas quelque chose que je me suis senti obligé de faire tout de suite. Je voulais prendre mon temps. Je voulais avoir la tête en paix. Et puis là, je peux dire, là, avec tout ce qui s'est placé, j'ai la tête en paix. J'ai fait une belle carrière. Ben oui. J'ai fait 12 ans à faire ce que j'aimais. Et puis, il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Ben non. C'est des moments qui restent gravés dans ma mémoire. C'est un bagage. C'est un bagage que je vais transporter tout le restant de ma vie. C'est génial. Et, écoute, je suis fier de moi. Je suis fier des moments. Je suis fier de comment je l'ai fait, la tête haute, en construisant en même temps ma vie hors soccer. Ben oui. Okay? Il y en a qui finissent leur carrière de soccer, puis ils ont été tellement concentrés soccer qu'après ça, c'est tellement dur de se retourner. C'est leur identité. C'est ça. Moi, ça a été une grosse partie de mon identité, mais j'ai beaucoup d'autres facettes de ma personnalité sur lesquelles je peux me reposer. J'ai ma famille, que j'ai réussi à construire, une femme, 3 beaux enfants, dont je suis extrêmement fier. Après ça, j'ai le côté école, le côté pédagogique, sur lequel je peux me reposer et dont je suis extrêmement fier aussi. J'ai réussi à construire ça pendant que je jouais. Ça fait en sorte que la pilule est un peu plus facile à avaler. Ouais. Le soccer va faire partie intégrante de ma vie. Je joue au soccer quasiment chaque semaine, que ce soit avec, comme tu disais, le Celtics, dans des ligues. Je joue avec mes élèves. Je transmets cette passion-là à travers ces petits moments que j'ai de faire du sport, de faire du soccer avec eux autres. Mais reste que je suis en paix avec. Ouais. Je suis en paix avec la décision. Et puis, pour répondre à la question, il faudrait que ça soit extrêmement alléchant pour que j'y retourne. Parce que je sais que ça pourrait être pétard mouillé aussi. Là. Tu y retournes, puis tu rentres un peu dans la facette directement. Ah, t'es sur le banc, t'es pas... ça peut péter ta bulle assez vite. Là. Mais non, je suis en paix avec ma décision. Je suis... ma vision d'avenir, ma vision de ma vie, présentement, elle est là. Ouais. C'est ce que je veux pour continuer. Et puis, ça va me satisfaire. Bien sûr. Ça va me rendre heureux. Fait au final, t'essaies un peu de trouver le sentiment que tu as eu au soccer parce que tu
tu fais ce que tu aimes à chaque jour. Tu as des bonnes conditions, tu as du temps. J'essaie de retrouver ça un peu. Puis, je suis pas mal sûr que je vais retrouver ça en étant professeur au primaire. Mais écoute, tu as toute mon admiration, Carl. Tu as atteint le rêve de tellement de joueurs de devenir professionnel. Tu as fait un peu naïvement, hein? Comme tu disais tout à l'heure, c'est arrivé par hasard, ça s'est présenté, on m'invite luncher, qu'est-ce qu'ils disent? On a un contrat pour toi. Tu as été capable de le faire dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Tu n'as pas lâché. Félicitations. C'est une carrière exceptionnelle. Je terminerai peut-être là-dessus. L'objectif du podcast Histoire de foot, c'est de retracer des carrières exceptionnelles pour également en inspirer les prochaines. Ouais. Il y aurait des jeunes qui écouteraient le podcast aujourd'hui puis qui voudraient savoir comment je fais pour avoir une carrière comme Carl. Tu as 3 conseils à leur donner. Lesquels ce seraient? 3 conseils. Ben, un, j'espère que j'ai réussi à le transmettre un peu à travers mon message, c'est jamais lâcher. Jamais lâcher puis croire en sa valeur. Alors, c'est comme une action à la bourse. Okay? Il faut continuer à croître, peu importe. Il faut continuer à ajouter des qualités. Ah, tu as un bon pied droit, rajoute un pied gauche. Okay? Tu cours vite comme ça, cours un peu plus vite. Okay? Écoute, ça serait le premier conseil. Toujours croire en soi et de s'améliorer. Parce qu'ultimement, plus tu t'améliores, plus ta valeur augmente, plus le monde te veut dans leur équipe. L'autre conseil, c'est d'écouter les autres autour de soi. Tu sais, moi, je me souviens, là, j'avais 19 ans. J'écoutais les autres autour de moi, mais en même temps, quand tu es jeune, tu te dis, ah, je connais tout. Là, je les écoutais, ah ouais, ça, OK. Mais moi, je sais comment défendre. Moi, je sais comment sortir de la pression. Mais vraiment, écouter, puis prendre les conseils. Puis c'est arrivé un peu plus tard dans ma carrière où j'ai vraiment écouté. Et puis ça m'a extrêmement aidé. Extrêmement aidé. Puis l'autre, c'est de ne pas se comparer. De ne pas nécessairement se comparer les uns les autres. C'est se concentrer sur toi parce que souvent, il y a beaucoup de jalousie ou il y a beaucoup de défaitisme un peu. Se dire, ah ouais, lui, il l'a eu facile ou il ne devrait pas jouer, il n'est pas bon ou je devrais jouer à sa place. Mais vraiment, de se concentrer, c'est dur parce que c'est naturel un peu de penser à ça. Mais de se concentrer sur soi puis d'aider le monde autour, d'aider ses coéquipiers, d'aider soi-même. Ça, un coach, les joueurs vont le remarquer puis vont vouloir t'aider à leur tour, ce qui va juste te permettre d'avoir une belle carrière puis que le monde soit fier ou content de toi. Il y a du monde qui ont réussi à jouer, mettons, parce qu'ils ont lancé quelqu'un en dessous de boss. Mais ta réputation en tant que joueur ne fait que baisser. Ben oui. Après ça, les autres coachs, les autres joueurs vont dire il y a tel joueur qui vient, puis là, un coach va te demander est-ce qu'il devrait venir dans notre équipe? Tu vas peut-être dire je pense pas, non, c'est pas un joueur d'équipe. Ou il travaille juste pour lui, etc. C'est important de travailler pour l'équipe. Okay? Des fois, on le voit pas jour après jour, mais au final, ça va être bénéfique pour toi. C'est 3 conseils, c'est pas nécessairement les conseils typiques. C'est des conseils. J'ai l'idée de ne pas se comparer parce que on peut rapidement tomber dans le mimétisme, souvent quand on est joueur de foot. Ouais. C'est le danger un peu. Oui, c'est ça. Fais ta propre personnalité, prends un peu les conseils, un peu les styles de différentes personnes, mais fais ta version à toi. Sûr. Et puis, fais ta carrière avec ça. Est-ce que tes jeunes vont jouer au foot ou? Ah, mes petits, ça kick des ballons. Là, mais, déjà. Ouais, mon plus vieux, il a 3 ans et demi. Mon deuxième, il a 2 ans. Puis ça se court déjà après. Ça connaît. Là, ça a été au stade. Ça l'a vu papa jouer.
Il y a des ballons de soccer partout. Même si c'est des ballons de hockey, ballons de basket, balles de baseball, ça kick tout. Ça kick tout. Des fois, je me dis que mes voisins, ils m'aissent un peu, mais les gars, ils ne jurent que par des ballons. Mon deuxième, il joue souvent avec un ballon dans les mains. Avec un ballon dans les mains, plus il kick un ballon. Ouais. Fait que ça l'arrête pas, là. Mais ils vont faire ce qu'ils veulent au final. Ma femme est plus. Elle n'a jamais été dans le très elle est compétitive, mais elle n'a jamais été elle a été une vapine de 4. Fait que ça n'a jamais été une option d'être dans des sports de très haut niveau parce qu'il n'y avait pas le temps, les parents. Ouais. Fait qu'elle est un peu. Ils feront ce qu'ils veulent, mais je pense pas qu'ils vont faire du haut niveau. Je veux pas nécessairement qu'ils fassent du haut niveau parce que c'est beaucoup de temps, etc. Moi, mes parents ont fait des gros sacrifices là, pour que je puisse atteindre même l'académie. Là, c'était dur, 4-5 fois semaine. Là, mon père, il m'amenait, puis il travaillait un peu dans les gradins. Il s'arrangeait. Mais c'est ça, ils feront ce qu'ils veulent, mais ils sont quand même bons. Fait que, on va voir. On va voir. Carl Ouimet, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Une carrière exceptionnelle, une histoire fascinante dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Si on veut te suivre un peu, est-ce qu'il y a un endroit plus facile pour te suivre, pour regarder un petit peu l'évolution, peut-être des équipes que tu continues à jouer au Québec? Meilleur endroit pour te rejoindre? Je suis pas très médias sociaux, encore moins. Je me forçais un peu quand j'étais athlète professionnel, mais ça serait probablement Instagram que j'utilise le plus. Là. Je devrais faire un message de retraite bientôt. Là. Ça s'en vient. Le temps. Avec le podcast, ça? Ouais, c'est ça. On a eu une annonce quasi officielle aujourd'hui. Quasi officielle. Fait que là, je vais le mettre sur par écrit bientôt, puis je devrais lancer ça dans les médias sociaux, mais je suis pas très actif. Disons, mes médias sociaux, ça serait sur Instagram ou si vous avez la chance de me croiser au fil des années, peut-être, je sais pas, je vais peut-être organiser un camp de soccer avec d'anciens joueurs de soccer professionnels. Tranquillement, pas vite, je vais reconnecter un peu avec mes anciens coéquipiers qui sont encore à Montréal. Là, je pense Patrice Bernier, Assoun Camara. C'est du monde que j'ai pas vu depuis un petit bout, qui sont maintenant ancrés ici, des figures bien sûr. Populaires un peu du soccer québécois. Fait que ça va être spécial de leur parler. Fantastique. Carl Ouimet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot. Merci.